Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte et fidèle de l'endurance évidemment, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à toutes, tous, je sais plus tous, c'est la fin de saison, je suis en roue libre. Ça y est, c'est la fin de saison, c'était la finale à Bahreïn. Et bien Bah on va oui, ça y est, revenir justement. on est libéré. Eh oui, on est libéré. Non, on est triste. On est triste que ce soit déjà fini cette saison de WEC parce qu'elle a été bien spécifique à plusieurs égards et on y reviendra justement dans ce 84e numéro de notre podcast L'Endurance Club. Vous le savez, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques afin de vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et on va donc parler, je le disais, du WEC à Bahreïn. On va revenir sur le sacre de Toyota. Alors pas au général, mais ça y est, ils ont un podium, ils ont même une victoire. On l'avait évoqué la semaine dernière, je suis pas peu fier qu'on l'ait évoqué cette victoire Toyota. Ils restent donc dans leur royaume et enchaînent avec une nouvelle victoire consécutive. Ça fait 9 de suite, le 9 à la suite comme dirait Julien Lepers. Et bien voilà, c'est pour Toyota, donc on y reviendra. On va revenir sur des infos, sur des clashs qui ont eu lieu aussi pendant cette course. Un petit point rapide sur les transferts, je crois qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, notamment dans 3 des équipes qu'on a déjà présentées. Les rouges, des verts et des pas mûrs, et des noirs peut-être, ou des noirs, rouges et blancs. Orange, Bref, il y a un peu de tout. Ouais. vous avez compris quoi. Bon bref, en tout cas on va parler des transferts. Et puis on va parler aussi des rookie tests rapides, mais on va en parler parce qu'il y a eu de très belles surprises. On aura c'est quoi ton actu, bien sûr, et la top question. La top question de la semaine. On a eu vraiment une razzia de questions et une razzia de réponses surtout, très bonne réponse, donc bravo à vous, on vous citera et on vous remercie encore une fois pour votre fidélité et vos partages parce que vraiment n'hésitez pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à booster les vidéos, bref, voilà, vous le savez, dans l'Endurance Club, on est là aussi pour parler d'endurance et pour le faire savoir. Bon, Geoffroy, je parlais Et de n'hésitez Toyota, pas, attends, je te coupe parlais... tout de suite, mais Oui, n'hésitez pas quoi? aussi, surtout, à vous abonner à la chaîne YouTube, parce qu'en fait, c'est Ah quand oui, même notre principal canal de diffusion, en plus des plateformes qui sont Spotify, Deezer, etc. c'est vrai, Et en fait, je fais mon YouTubeur de base, mais vas-y, on a vas-y, un ratio activez la on a un cloche. ratio de personnes qui nous écoutent, qui sont pas abonnés à la chaîne, qui est énorme. Et alors que pourtant, c'est des gens qui reviennent et qui écoutent plusieurs épisodes, donc autant vous abonner, comme ça, nous, ça augmente un peu notre Vous portée, savez notre quoi? Alors, visibilité. Et moi, voilà. je donne un faux conseil, mais c'est pas grave, on est là comme ça. Vous vous abonnez et puis vous désactivez la cloche si vous voulez pas être embêté. Et Moi, je oui, vous oui, tu conseille de peux. l'activer. Moi, je vous conseille de l'activer parce que comme ça au moins vous êtes au courant. Mais si vous voulez nous soutenir, vous abonnez, vous enlevez les notifs, comme ça au moins vous êtes abonné, l'algo est content et puis nous aussi. Et comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Voilà, bref. Moi, Et je sais que j'essaye de ouais, soutenir et de m'abonner à plein de chaînes, mais moi après, aussi. j'ai trop de suggestions. C'est ça qui est pénible. Et à 1000 abonnés, à 1000 abonnés, on fait péter une miniature. On offre, je sais pas, Oh, j'offre une Spiker C8. Non, j'offre une vas-y, connerie, vas-y. une Panos, Si, une si. Panos espérante. Voilà, un truc comme ça. Bien. C'est Panos On fait un tirage 81 au qui sort. va Ouais. abonner plein d'amis pour la gagner, cette fameuse voiture. Eh, c'est pas mal. À 1000 abonnés, puis après ça sera à 5000 et à 10 000. Non? On Ouais, bah essaiera moi je d'avoir suis chaud. des partenariats. J'ai une belle Spiker, tu sais, bleu-orange là, ou les grises-oranges Ouais. ici là. Ouais, parfait ça. Voilà, on fait ça. Bon, d'accord, allez, vendu. Bah écoute, je sais pas dans quoi on s'engage, mais on s'y engage. En tout cas, on va revenir sur cette finale à Bahreïn. J'ai trouvé que la course était vraiment agréable à suivre, comme d'habitude. J'aime beaucoup l'épreuve de Bahreïn. Alors oui, pour certains qui se disent, mais attends, mais il nous a annoncé qu'il allait commenter, il commente pas. J'ai eu un petit problème de planning et du coup, j'ai pas pu commenter cette course, mais je l'ai regardé évidemment et je l'ai dégusté. Et Toyota a été fantastique, hein, vraiment. J'allais dire comme d'habitude. À Bahreïn en tout cas. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette performance et de cette prestation de Toyota? Ils en avaient besoin, j'imagine. Ouais, bah écoute, je crois que c'est la première fois que je regarde intégralement la course de Bahreïn. Non. Et effectivement, le circuit, bah, ça, qu'il est bien, je le savais déjà. Mais effectivement, l'épreuve était sympa. C'est, on n'a pas rompiché, mais c'est pas non plus d'une Ah intensité bon? folle. Mais par contre, il y a eu beaucoup de Oui, batailles. alors, Non, mais ouais, en pour fait, la tête, le c'est vrai. circuit se C'est vrai, prête pour la bien. tête de course, c'est vrai. Le circuit se prête bien au fait que t'as des voitures qui vont se rattraper. Il va y avoir plusieurs zones de dépassement connues. Je veux dire, il y a plusieurs endroits où il y a du spectacle, ça croise, ça décroise, donc c'est très sympa à suivre. Après, oui, voilà, devant, il y a quand même eu une mainmise de Toyota pendant assez longtemps. Ils ont quand même pu dérouler leur stratégie de manière assez simple, dans le sens où il y a eu peu d'interruptions. Euh,
de safety car, je crois, un truc comme Quand ça. même, il y a quand même eu une interruption à un moment donné qui aurait pu leur coûter cher parce qu'ils étaient dans une stratégie justement pour essayer de faire durer les pneus pour mettre des balles neuves Oui, en fin de avec course. Hartley. Ouais. Ça aurait pu mal tourner quand même, hein. Ouais, mais alors, ils en avaient besoin, oui, ça c'est sûr. Et surtout, ce qui est marrant, on a vu du Toyota, du pur Toyota, comme on le connaît, c'est-à-dire avec ce fameux truc. Alors, peut-être toi, tu vas expliquer ça mieux que moi, mais dès le début, enfin, en tout cas, dans les premiers relais, effectivement, les deux premiers relais, le deuxième relais sur la voiture de Hartley, sur la 8, où ils se sont décalés pour pouvoir couvrir un peu de stratégie, je pense, en tout cas, que c'était ça Oui, l'idée, oui. pour pouvoir avoir des balles neuves, comme tu l'as dit, en fin d'épreuve et pour pouvoir anticiper, pour pas non plus à s'arrêter en même temps que tous les autres. Enfin bref, ils ont fait de la pure stratégie Toyota. C'est-à-dire que là où la plupart des équipes ont tendance souvent à oublier qu'ils ont deux voitures et que donc ils peuvent tenter deux choses. Peugeot est très fort aussi là-dedans à tenter des choses, hein. Ouais, Et c'est vrai. il y a d'autres équipes où ils prennent moins le risque. On se souvient de Ferrari, quand ils en ont trois, ils arrivent même pas à faire des stratégies différentes. Enfin voilà. Et là, Toyota, ils ont fait du classique. Ils étaient quand même. C'est bizarre parce qu'ils sont en position de force. Ils sont devant, 1-2. Tu te dis, bah, ils vont faire la même stratégie, ils vont aller à fond. Ça sert à rien d'être stratège, t'es devant, c'est toi qui contrôle. Eh ben non, ils ont quand même volontairement utilisé la 8 en se disant, eh ben, on va donner un relais à Hartley. Alors, spoiler, il n'est pas le plus rapide de la course. Mais on va Ah, volontairement, en moyenne en tout cas, on va pas donner à Hartley les meilleures billes, ça va pas être le mec qui va briller. Il va faire le taf, il va faire un deuxième relais qui va être un peu dur, avec des pneus qui vont commencer à s'abîmer, machin. Mais ça sera pour avoir plus de force en fin d'épreuve. Et ça a payé. Enfin, franchement, bah, enfin, ouais, ouais. ouais, du Toyota classique, quoi. Comme on aime, en fait. Ouais, j'ai trouvé. Par contre, j'ai l'habitude de dire que dans l'exécution, ils sont bons. Depuis Oui. Fuji, bah, il y a quand même encore eu une pénalité. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de doublé sous drapeau jaune? Ils ont failli, avec la 8, même perdre le fameux doublé donc, qui nous ont offert ce week-end. Voilà, un doublé pour Toyota. Ils avaient monopolisé la première ligne. C'était la 26e première ligne de l'histoire du WEC pour Toyota, la troisième de suite à Bahreïn. C'est la 7e saison de suite que le constructeur japonais claque la pole pour la finale. Et donc, c'est la 18e pole pour Kamui Kobayashi. Ah, je vous avais dit que je vous donnais des chiffres, hein. Ouais, 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 Première de c'est la bien, c'est bien. saison. Ouais, c'est pas mal. Il dépasse, alors ça va te faire rire, avec cette 18e pole, Paul Dalalana. Parce que, quand même, avec le règlement de faire rouler les pilotes bronze à l'époque pour Ah faire des poles, ouais. finalement, Paul est un spécialiste de la pole sur son Aston. Incroyable. Dalalana, Et il avait 18 pôles en GTE AM. 17, Ouh, 17. 17, purée. Ah ouais. Pas mal. Ah là, c'est un cador, attention. Et donc, plus que trois tours, non, 3 pôles de différence avec Pedro Lamy, qui est le recordman actuel de ses pole positions. Tu vois, on a parlé des pilotes portugais et quel était le meilleur résultat. Ben voilà, Pedro Lamy, il se distingue aussi avec le nombre de pôles. Donc, Mais non, bah, mais Kamui alors, Kobayashi est en train de revenir. bah, il l'a mis avec quoi alors, du coup, avec Aston Bon, avec tout, en. avec Aston, avec Peugeot, avec tout ce qu'il a roulé, il a Ah eu non, des mais pas pôles Peugeot, en pas WEC. Peugeot, Anthony, là, du Ah coup, non, non. parce qu'ils étaient pas en WEC, c'est vrai. Et ben non, mais avec la Stone notamment, où c'était un Ok, cador aussi. Voilà. Donc ok. Pedro est là, il est présent. Et donc Toyota, eh bien, a réussi à faire un doublé. C'est le 28e doublé de l'histoire du WEC et de Toyota depuis 2012, donc, pour le constructeur japonais qui n'avait pas réussi à monter sur le podium. Là, au moins, ils ont mis tout le monde d'accord. Et donc, comme tu le disais, ben voilà, ça a été à la stratégie. Et ce qui nous fait une 7e voiture différente, victorieuse cette année. On l'avait annoncé, on l'avait call la semaine dernière. Eh Ouais. bien, il y a une variété de vainqueurs comme en 2024, sauf que c'est un record. 7 victoires différentes, 7 voitures différentes victorieuses en 8 courses. C'est la plus grosse saison de l'histoire du WEC, voilà, tout simplement. Donc, finalement, cette BOP, bah, ça fonctionne puisqu'elle offre des possibilités un peu à tout le monde. Moi, je trouve que les courses sont assez sympas à suivre. Alors, oui. On peut regretter un petit peu comme à Fuji quand il y a des longues lignes droites. On se dit, bon, bah, il y a certaines voitures qui n'ont pas vraiment les chances de se battre parce que même en ligne droite à l'Aspi, t'as quand même de l'écart qui se crée. Je crois que Peugeot était plutôt bien doté aussi en ligne droite ce week-end. Ouais, Ça ouais. fait partie du jeu. Aston Martin aussi, d'ailleurs, c'était impressionnant. Les Oui, Aston Martin, grosse performance. Mais bah oui, alors, moi, ce que j'aime bien, effectivement, tu l'as dit, c'est que voilà, on a eu ce nombre de vainqueurs différents. Ça prouve donc, même si pas mal de gens pensent le contraire, ça prouve quand même que cette BOP fonctionne. Elle est critiquable. Et là où c'est dommage, c'est que comme tu l'as dit, bah, en fait, c'est pas qu'on le savait que Toyota allait gagner, mais
on l'a deviné avant la course. Et ça, c'est quand Oui, même très compliqué à expliquer à des gens qui sont néophytes. Parce qu'il y a aussi un enjeu. Là, on est entre connaisseurs et spécialistes, on va dire, vous qui nous écoutez. Ou peut-être que vous êtes justement des nouveaux entrants, des nouveaux amateurs de l'endurance. Mais c'est quand même dur d'expliquer cette discipline dans laquelle, avant la course, on sait déjà un peu qui va gagner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En ouais, Formule 1, tu l'as aussi, parce qu'évidemment, il y a des dynamiques. Oui, c'est plus entre Red Bull et McLaren que ça va jouer en ce moment, qu'avec Ferrari ou je sais pas qui, tu vois. D'accord, effectivement, il y a des hiérarchies. Mais là, en fait, en WEC, pas tant, quoi. La hiérarchie, il n'y en a pas tant. Donc, je trouve ça compliqué. Et en plus, dès que la BOP est publiée, bah, tu vas sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, et bon, bah, tout de suite, tu vois, même les plus mauvais analystes, bon, bah voilà, tu regardes le poids, la puissance, l'historique sur le circuit. Bon, bah voilà, Toyota, normalement, ça le fait. C'est dommage parce que ça nous enlève un petit bout du spectacle. Après, la chance qu'on a, et on l'a dit, et c'est pas pour cirer les pompes au WEC, à la CO, etc. Mais en vrai, la course, en l'occurrence là, des 8 heures de Bahreïn, elle est bien. C'est-à-dire qu'après, il y a du spectacle en piste, il y a bah des oui. batailles. Donc, On cette avait BOP, on annoncé l'a que Toyota ouais, cette allait BOP, on l'a s'imposer. subi, mais ça nous donne du spectacle quand même. Donc au final, moi, je suis plutôt content et satisfait. Et je me suis pas trop ennuyé. Il y a eu quelques moments où bon, il y a des longueurs évidemment sur 8 Attends, heures, mais hein, c'est des heureusement. courses Mais d'endurance. Je veux dire, c'est une Voilà, course de c'est 8 ça. heures déjà. Et puis moi, c'est ce que j'aime aussi dans les courses d'endurance, mine de rien, on est entre passionnés, on est entre spécialistes. S'il y avait des dépassements tous les tours, bah c'est pas oui, une course oui, d'endurance où on construit la stratégie. Si tu veux, à un moment, il faut des moments oui. clés où tu es en train de gérer ta conso, tu es en train de gérer tes pneus, parce que tu sais que, justement, dans 2 heures, tu vas devoir te battre avec des pneus neufs. Mais là, tu as souffert pendant un petit moment. Moi, je suis désolé, mais c'est ce que j'aime dans les courses. Et c'est ce qu'on a perdu, même en Formule 1, où moi j'étais assez ouais, client à ouais. l'époque. Moi, je trouve que maintenant, il faut absolument le spectacle et on ouvre le DRS et bim, et allez, on gagne 20 bornes et ça passe. Mais c'est nul. C'est nul. Moi, je préfère des courses comme Imola 2005 avec Schumacher, Alonso qui sont roue dans roue et que ça se passe pas, mais c'est tendu pendant 20 tours. Plutôt que de mec, allez, vas-y, mets le booster, tu gagnes 20 bornes et c'est parti. Non, c'est nul, c'est nul. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant cette façon de gérer. Et surtout, ça n'a pas été non plus une domination de Toyota. Oui, à un moment donné, ils avaient beaucoup d'avance, mais parce qu'ils étaient décalés en stratégie et parce que les adversaires n'ont pas forcément eu la meilleure exploitation de leur stratégie. Moi, je pense un peu à Aston Martin. Je pense qu'ils avaient moyen de mieux faire ce week-end parce Ouais, que ouais, la ouais. Valkyrie en fin d'année elle est vraiment forte et il y a eu des pénalités, il y a eu enfin tu vois, tout ça fait que Aston Martin, je pense, est pas loin de perdre le podium à Bahreïn alors que c'était possible qu'il monte, selon moi en tout cas, et selon le rythme qu'ils ont montré. Après, le sujet central, qui je t'avoue m'intéresse que très peu, Ah, c'est le sujet des pneumatiques. Mais non, mais en fait, je sais que c'est un sujet central dans les courses d'endurance, évidemment, oui, et qui, en plus, redevient encore plus central quand tu as une épreuve de 8 heures qui commence de jour et qui finit de nuit. c'est vrai. Mais tu sais, c'est ce fameux est-ce qu'ils vont chausser des médiums ou des hards? À quel moment ils vont changer? Qu'est-ce qu'ils ont comme monte? Est-ce qu'ils sont des médiums à gauche, des hards à droite? Il y en a qui ont fait Ça j'adore. un pneu différent. Bah, moi, tu vois, moi j'aime moins. Ah, Mais tu vas me dire pourquoi t'aimes bien. Je te dis pourquoi j'aime moins, c'est parce que en fait, tu vois qu'il y a au Mans, rappelons-nous des 24 heures du Mans cette année, la question c'était ça, c'était à quel moment il va falloir chausser des hards dans la nuit. De mémoire, on a vu que sur les 499P, il y en a une qui a chaussé des hards, aucune différence. En fait, entre les deux composés, mais j'adorerais, on fera un épisode avec quelqu'un de chez Michelin qui nous en parlera, moi ça m'intéresserait. De mémoire, au Mans, il y avait zéro différence. Enfin, en fait, les composés sont pas si lointains peut-être. Les conditions de piste propres au Mans à cette heure-là faisaient que finalement les deux composés sont assez proches. Là, c'était un peu différent, mais je trouve que ça complexifie un truc de dingue. Le fait qu'il y ait plusieurs composés est intéressant, évidemment, pour avoir de la performance sur toute la durée de la course. Si on avait tout le temps la même type de gomme, bah, quand il fait 30 degrés dehors ou quand il fait 10, évidemment, ça va faire un eh drop de oui. performance, on va pas comprendre. Donc, je comprends qu'il y ait plusieurs types de gomme. Je trouve ça juste très complexe la façon dont c'est l'allocation. Oui, 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 c'est sûr. Il faut peut-être que je me Et, fasse une piqûre de rappel des règles pour mieux apprécier. Tu vois. eh On ben, on pourra fera faire un venir épisode là-dessus. Ouais, ouais, tu ouais. sais quoi, on va faire un épisode, ce qui serait idéal, je ne sais pas si ça peut se faire et je ne connais pas les tenants, les aboutissants au niveau du commercial. J'aimerais avoir Mathias Skip pour Goodyear et j'aimerais avoir évidemment les responsables de chez Michelin qui soient Bah là ouais. avec nous aussi, tu vois, dans une même émission pour vraiment parler pneumatique. Je ne sais pas si ça peut se faire.
mais on y Ouais, croit. ça Voilà, serait pourquoi intéressant pas. parce que j'ai la sensation que c'est un composé central. Évidemment, merci, je débarque pas. C'est le seul élément qui est en contact avec le sol, c'est celui qui transmet la puissance. J'ai compris, j'ai quelques bases. Mais en même temps, j'ai aussi l'impression qu'on en fait beaucoup et qu'on fantasme beaucoup autour de Oui. ça, des composés, de quel moment on va Alors, être dans la fenêtre, de machin, de trucs. Alors qu'en fait, c'est plus lié à la dégradation qu'apporte la voiture eh ben oui, que mais au ah non, développement fait par le ça c'est pas vrai. manufacturier. Eh ben, alors, oui, il y a ça effectivement, parce que selon le réglage que tu fais, tu vois, les Toyota savaient faire fonctionner plus les pneus durs. Par exemple, je me souviens de l'année dernière au Brésil, ils ont réussi à s'imposer là-dessus. Les pneus, ils ont quelques petites différences, mais il faudrait qu'on demande à Pierre Alves de chez Michelin ou Mathias Kipp de chez Goodyear, même si en LMGT3, faut bien se rappeler que Goodyear apporte une dureté de gomme et c'est tout. Il y a pas des Mais ça, médiums, c'est des normal, hards, des... c'est un peu plus normal parce que t'as pas le sujet de Ah, l'hybride à gérer. Parce que l'hybride apporte aussi une complexité sur, tu vois, la chauffe des pneus, enfin, c'est un ouais, peu plus d'accord. logique qu'il y ait une seule monte en GT3, je trouve, vu qu'ils ont pas d'hybride. Ils auraient de l'hybride, ça pourrait être intéressant d'avoir deux composés aussi. Ok, bon après il y a aussi ce côté gestion des coûts, hein, évidemment. Je peux regretter effectivement qu'il n'y ait pas suffisamment de différence entre les durs, les médiums, les tendres. Ah Je suis ouais, ouais. d'accord. Mais d'un autre côté, si on tombe dans l'excès inverse comme la Formule 1 en obligeant mettre tel type de pneus, machin, ça sera nul. Parce que de toute façon, ça va se lisser. Ils vont essayer de s'arrêter de faire des très courts relais pour se débarrasser des pneus tendres et puis bim, ils mettront les C'est pneus ça. qu'ils veulent. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution. Maintenant, c'est quand même important. Et en fait, j'aimerais, mais je sais pas comment c'est possible, hein. Tout le monde essaie d'optimiser. Maintenant, en fait, on a trop d'outils pour calculer et pour optimiser les stratégies parce qu'on a le HH timing, par exemple, dans les voitures, enfin dans les stands, et on sait exactement ce que la voiture fait. Avant, c'était un peu plus, je suis désolé, mais un peu plus au doigt mouillé, que ce soit au côté pilotage que au côté technique. C'est ça qui faisait que les courses, parfois, hein, attention, étaient un petit peu plus indécises. Maintenant, on maîtrise un maximum le côté pilotage, la préparation, etc. Ils font quasiment plus d'erreurs, à part Earl Bamber. Salut Earl. Mais sinon, ah bah il fallait bien que je le place, hein. Je vais parler de Jenson Button, ne vous inquiétez pas les amis. Et au niveau de la technique, pareil. Tu vois, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on n'a plus d'incertitude en fait. À part quand il Ouais. pleut. Ouais, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Tu veux dire par là on sait trop de choses, enfin, on a trop d'infos sur ce Bah qui se oui, passe exactement là. Ouais, ok, ok, ok. je trouve. Et du coup, bah, il en résulte que, évidemment, si le pneu médium, on sait qu'il fonctionne à telle température, à tel truc, Oui, ah bah bah là tout le c'est monde va bon, on est chausser dans du la fenêtre. médium. Ouais, Et bah oui, ok, voilà. ok. Alors qu'avant, ah attends, peut-être qu'il va faire moins chaud, mais on sait pas, on n'est pas sûr. Ah vas-y, allez, vas-y, on tente. Parce que les mecs, ils sont comme moi, tout feu, tout flamme. Allez, on tente le médium parce que là, on va les avoir sur le long stint du milieu quand les autres vont être en dur et qu'ils vont Ouais, galérer. mais Et en ça va fait, être. s'ils Alors, avaient regardé leur panneau, enfin comment dire, leurs outils, ils se seraient rendu compte qu'au bout de 4 tours, il y avait un drop et que. Mais tu vois, à l'époque, bah, on tentait parce qu'on se dit allez, vas-y, on n'a rien à perdre, on y va. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des enjeux financiers plus importants, le fait, je te dis, qu'il y ait trop d'infos. Voilà, je sais pas, moi j'aimerais bien enlever un peu d'infos. et ça va pas s'améliorer parce que tu vois, j'ai Bah non. les premières images qu'on a pu voir passer là, je crois que c'est la Genesis du coup, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui est châssis Oreca. Bah voilà, enfin cette semaine j'ai vu plein d'images où clairement ça a les mêmes sous-bassements, ça a les mêmes flux d'air, ça a les mêmes trucs que Eh oui. l'Alpine, que la Acura. Donc en fait, tu verras très bien. En fait, l'année prochaine, Genesis, ils auront juste à voir comment l'Alpine dégrade ses pneus ou comment elle se comporte à tel endroit pour se dire, bah nous du coup on doit être pareil puisqu'on a une caisse qui a quand même Ouais, un ADN identique, quoi. voilà, donc en fait c'est pareil, putain ça va devenir une coupe Oreca aussi. En fait on a une Non! standardisation aussi. Non mais par contre, non mais là où je te rejoins, c'est qu'on a parfois cette standardisation des stratégies, et effectivement. Mais après, moi, ça me dérange pas, tu vois. Par exemple, quand toutes les hypercars s'arrêtent quasiment au même moment à la fin du premier relais, ça, c'est des images que j'adore au Mans quand t'as tout le monde qui s'arrête. Ah Il oui. y a un côté très NASCAR, il y a un côté très chaud, parce que c'est aussi ça qu'on recherche. Et ça me dérange pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur la stratégie. C'est juste qu'on a plein d'outils. Et puis que Bah oui, beaucoup les hommes ou trop. les femmes qui sont derrière les ordinateurs, ils ont des cerveaux qui sont en général très bien faits, mais qui sont faits de la même manière, donc ils prennent les mêmes décisions, quoi. C'est ça le truc Oui, aussi. alors attends. Il y a ça déjà, et puis attends, ils sont tous cadors, parce que ce que je veux dire par là, Ah c'est que oui, les oui, pilotes, oui. ce sont des athlètes qui se préparent et qui ont des résultats incroyables au niveau des réflexes et tout, et les ingénieurs, pareil, quoi. Ah Je veux bah dire, oui, bien mais sûr. je regrette ça dans un sens de spectacle, parce que je trouve que c'est génial, on est arrivé à l'apogée du truc, où tout le monde est expert, etc. Mais Mmh. voilà, du coup, ça nivelle
alors pour le coup par le haut sur ces sujets-là. Mais voilà, moi je regrette un petit peu qu'il n'y ait plus l'incertitude de se dire ah vas-y, il a tenté, ah ça l'a pas fait. Tu vois, au lieu qu'on ait des moyens artificiels. Bon, mais en tout Ouais. cas, la Mais course était ça, belle, alors Toyota a gagné. pour finir Ouais, là-dessus, tu vois, justement, et je refais un lien avec Toyota, tout ce que tu dis, effectivement, cette optimisation, etc., partout, sur tout, la stratégie, les pneus, les machins, la compréhension globale, pour moi, ça rejaillit sur le fait qu'on revoit mieux, plus, les erreurs ou les contre-performances du pilote. Je fais le lien avec Toyota. oui. Hirakawa, par exemple, qui a pas été brillant, Ah, il était tu vois, là? sur. Je Ouais, savais pas voilà. qu'il roulait ce week-end. Parce qu'il y a les sorties, tu vois, Bamber ou Button qui Oh se là! déplacent dans le trafic. Ça, tu vois, c'est des erreurs que tous les pilotes peuvent faire. Enfin, tous non. Mais en tout cas, c'est des faits de course, c'est des événements. Et on va les ajouter à leur tableau. Mais voilà, je les traite différemment. Et par contre, comme tu le dis, il y a un moment, Hartley, quand tu regardes de manière assez brute sur la 8, qu'est-ce qui branle Hartley, il est garé, il avance plus, ça y est, retraité Hartley, il est périmé. Non, en fait, juste il se tape le train de pneus qui a Exact. 8000 km. En fait, il est en train d'y aller, de manger, de ronger son frein et de faire le sale boulot pour que après Buemi et Hirakawa puissent avoir des balles neuves et aller chercher la victoire. Donc, ok, il y a des choses que tu vois et qu'il faut comprendre, mais par contre, bah, quand Hirakawa, par exemple, lui, il avait moins d'excuses, et il fait un relais où il est beaucoup moins bon, donc ça fait rejaillir ça, en fait. On C'est voit vrai, mieux c'est vrai. celui ou celle qui merde, entre guillemets. Oui, je comprends. Ouais, voilà, après c'est l'endurance, c'est de partager son volant et tout, mais c'est ce que me disait Henri Pescarolo. Je répète encore une fois, si vous n'avez pas écouté le podcast Qu'est-ce que je dans disais Trajectoire, encore mais comme connerie, je disais quoi? eh ben, Henri nous disait que finalement, il fallait aussi gérer et ne pas toujours être rapide. Voilà, parce que Ah oui, bah il a ça été oui. viré. Bah oui, mais il a été viré de chez Sauber Ah, Kouros parce que soi-disant oui, le patron, eh la ben en course au fait lui a Nürburgring. dit mais t'es nul. Mais exactement. Bah t'es nul, t'as pas été bon. Mais n'importe quoi, c'est grâce à la stratégie et au fait qu'il soit moins rapide parce qu'il a économisé les pneus qu'ils ont gagné. Ouais. Donc il me dit Sur la mais il a rien Nordschleife, ouais. compris, Peter Sauber. Ça, c'est quoi? Voilà. C'est sur la Nordschleife, sur la grande boucle du Nürburgring, où en fait, c'est une édition des 1000 km, c'est ça? Où C'est en ça. gros, C'est pas sur la il grande roule. boucle. Je crois pas. Ouais, C'est ah, pas si, sur la non, grande c'est pas boucle, sur la hein. Je grande crois que boucle. c'est sur le Ah, ok. petit circuit, je pense. Ah, ok. Où en fait, il est un peu garé, mais pour économiser un arrêt, effectivement, et pour pas qu'il y ait à changer les Voilà. pneus ou remettre moins de Et il carburant. gagne. Enfin, en fait, Et juste de donc, la gestion, quoi. Ouais, ouais. et voilà, et ça c'est ce qu'on a peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'est ce que j'aime aussi dans l'endurance. Je crois qu'on est trop dans la culture de l'instant pour tout, et donc on va se dire ah attends mais lui il est nul, machin il roule mal. Attendez, voyez la big picture, c'est pour ça aussi qu'on est là dans l'endurance club, même si on n'a pas toutes les données et qu'on regarde un peu trop le Bépilar selon Maxime Martin. Mais mais d'ailleurs depuis que j'ai fait l'entretien avec Maxime, je regarde beaucoup moins le Bépilar. Je sais pas si t'as remarqué, on en parle beaucoup Ouais. moins. Alors il est ouvert, hein. On voit bien effectivement que Nick De le Vries, meilleur. ouais. Bah oui, Ouais. mais le meilleur c'est Nick De Vries. Pourquoi? Il fait une 50.4. Oh là là, il a collé 6 dixièmes à tout le monde. Ouais, enfin il avait des pneus neufs en fin de course. Donc à un moment, normal quoi. Tu vois? Et puis Alors que la surtout, voiture est plus légère et que la piste est gommée. son temps, tu le vois bien que c'est une exception et que c'est pas du tout dans son average. Enfin, oui, oui, je suis d'accord. Le Bépilar, du Tu coup, vois? perd un peu du sens, surtout sur des épreuves de 8 heures où la piste, entre le début et la fin, elle a une dégradation, enfin, elle est chargée de manière totalement Ouais, différente. exactement. Les écarts de température aussi. En fait, le Bépilar est idéal pour de la F1, quoi. Pour, tu vois, Ouais, une course d'1 heure et demie, une course de GT World by AWS Sprint à Misano, quoi, tu vois. Et non, mais c'est ouais, vrai, je suis en d'accord. vrai, ça a du sens pour vraiment avoir une data très brute, très. Oui, Enfin, comparer ce qui est comparable, quoi. Et c'est vrai que là, à effectivement. comparaison identique, tu vois, conditions identiques, Ouais, pilote ouais, ouais. identique, voiture. Enfin, voilà, bon. Mais bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a peut-être d'autres outils qui pourraient exister, mais voilà, le Bépilar, c'est peut-être pas forcément le meilleur. Et merci Maxime Martin de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. C'est pas le seul hein, qui en parlait, évidemment. Parlons de Ferrari quand même, parce que champion du monde. Allez, on Eh sort le ouais. jingle. Est-ce qu'on fait We are the Ah, il y a des droits, il y a champions? des Non, droits je sais pas. là-dessus. Non, non, déconne pas, il y a Ah, des droits. mince. Ah oui, Mais bon, ouais, d'accord, pardon. Ah, moi je me croyais c'était. dans Top Position et dans Top Question, hein, mais bon, là il y a des droits. Bon, ok. Bah, ils Ouais, ont les écoute. droits et ils ont eu le droit de célébrer le titre de champion du monde constructeur, un triplé historique au classement général avec les trois voitures. Il y a quand même eu des consignes de course, hein, t'as remarqué quand même, à Ouais, la ouais, fin ouais. de l'épreuve. Je me suis dit, est-ce que la 51 va lâcher le podium et laisser passer la 50? Ça serait bien parce qu'ils pourraient faire un triplé et dépasser Porsche sur la troisième marche Ouais. du podium général et ils l'ont fait.
Oui, oui, là ils l'ont fait. Là, les consignes ont été écoutées, contrairement aux 24 heures du Mans, où voilà. Mais, mais écoute, ouais, donc bah, on peut le dire quand même, c'est le premier. Je pense que l'info a largement été relayée, parce que c'est quand même assez rare, mais premier Oui. titre constructeur depuis 72 en endurance, c'est quand même assez incroyable. Parce qu'on avait cette. Et premier titre, depuis combien? Depuis 2008, je pense, en Formule 1 ou 2007? Je sais Ouais, plus, enfin bah ça fait après tu longtemps, mets hein. de côté le GTE Pro, etc. Alors dans ces cas-là, mais Ah oui, oui, oui. Oui, titre majeur au général dans un championnat du monde, oui, ça doit être ça. ah oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y avait le titre en GTE Pro, oui. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait comme réaction. Oui, non, parce que j'aime le LMGT3 et on n'en parle pas Le assez GTE. dans tous les... Non, mais Ouais. GTE Pro, d'accord, mais là j'aime le LMGT3 et je trouve que dans notre podcast, justement, on veut en parler et j'y tiens parce que je trouve qu'on parle trop de l'hypercar aussi de manière globale. Et Parenthèse du refermée. LMP3 aussi. Mais ouais, donc voilà, depuis 72, c'était attendu. Enfin, c'était attendu. Non, puisqu'il n'y avait plus d'engagement en sport proto depuis, donc en fait, on n'attendait rien. Mais ce retour, non, mais ça, enfin, après, il doit y avoir des titres. Attends, là, je suis pas bon, tu vois, mais les 333 SP, ça a dû décrocher du titre en FIA, en Ah FIA ouais, tu SCC, crois? là, en machin, ouais, en Grand Am, en IMSA, il y a dû y avoir des choses. Mais bref, en tout cas, Ouais, voilà, peut-être. vous avez compris, titre majeur hein, depuis la 312 en 72. C'est euh, c'est bien. Là, il commence vraiment à avoir bouclé toutes les boucles, hein. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai lu, je crois que j'ai lu ça dans le CP, justement, dans le communiqué de Ferrari, ou du WEC, je sais plus, mais je m'étais pas rendu compte du truc. Quand je vais te le dire, tu vas me dire, bah oui, c'est évident, mais la Ferrari 499P, donc là, devient la voiture qui apporte à Ferrari le titre de champion du monde, constructeur, etc. Elle est, Bah à oui, ce jour, invaincue aux 24 heures du Mans. mais oui, mais on l'a dit, ça on l'a dit. Et oui, mais moi, il a fallu que je le lise pour l'intégrer. C'est vrai que 3 participations, 3 victoires. Bon, ça y Mais est, tu te souviens ce qu'on disait? ouais, Tu te souviens ce qu'on disait? C'est que ça fait Ferrari ne beaucoup. gagnait que au Mans. Oui, ah bah ça y est, ça a changé, hein. Parce que cette année, on a eu quoi? On a eu le Qatar, on a eu Spa, on a eu Imola, on a eu Le Mans. C'est ça. Ouais, voilà. Ça y est, c'est une voiture qui ne sera pas éternellement la voiture qui gagne que Le Mans et qui gagne nulle part ailleurs. Voilà, Ce qui veut quand même dire que avec ce principe d'équilibrage des performances et tout, ils n'ont pas gagné depuis juin quand même, hein, c'est ça. Ferrari. Donc, et en ayant des performances très très limites, hein. La 51, ils finissent 11 au Brésil à 3 tours du Ah, leader. Euh, il fallait que je le refasse. Austin, il termine 5ème. Fuji, il termine hors des points, mais ils ne se sont même pas pu se battre aux avant-postes. Et à Bahreïn, tu vois, ils terminent 4. Bon, voilà, ils pouvaient se battre. Ils font 3-4-5 en fait. Les trois Alors, Ferrari font 3-4-5. petite info, petite statistique, je sais que tu vas Ah, l'apprécier. oui. La dernière fois, donc, Ferrari a gagné un titre constructeur en endurance dans le championnat du monde des voitures de sport, précisément, c'était donc 72. Cette Oui, année-là, cette Ferrari en année-là. Formule 1 avait fini le championnat à la 4e position au constructeur. Et Oh, actuellement, Ferrari au championnat du monde des constructeurs en Formule 1 et est quatrième. 4e. Eh oui, derrière McLaren, bon ça c'est normal. Derrière Red Bull, ils sont passés derrière Red Bull, incroyable. Et Ouais, derrière Mercedes, évidemment. Ah, j'aime cette statistique, tu as pas raison. mal, hein. Et ben voilà, Ouais, l'histoire se répète. voilà. Pas mal, effectivement. Bon, bah, pas grand-chose à dire pour Ferrari. Voilà, ils ont maîtrisé, ils ont profité d'avoir une belle voiture bien née en début de saison. Ils ont été au rendez-vous. Et puis là, Bahreïn, je dois dire que bah, ça a été un beau travail. Je les voyais pas sur le podium, honnêtement. À un moment donné, je te dis, je voyais plutôt Aston, je voyais aussi peut-être Porsche finalement, même si bon, ils partaient de loin hein, quand même. Ça partait extrêmement difficilement. Donc j'étais peut-être un peu optimiste pour la voiture Ouais. numéro 6. Allez, on va le dire, je vais le dire. J'espérais qu'il se passe quelque chose pour Kevin, pour Lawrence Vantore et pour Matt Campbell, mais ça n'aura pas eu lieu. Donc Non, voilà, non. un triplé Ferrari. Il y avait John Elkann, il y avait Benedetto Vigna, il y avait tout l'état-major. Il y avait beaucoup d'émotions quand même hein, sur le visage des pilotes. Il y avait le papa de Giovinazzi qui était dans le paddock, enfin dans les stands, et qui était toujours filmé, qui disait mais pourquoi c'est moi qu'on filme? Et ouais, ça me faisait bien rire. Et puis donc Giovinazzi, champion avec Ferrari, incroyable. Ouais. C'est voilà, c'est de l'émotion évidemment. Des Italiens champions avec Ferrari, c'est toujours un grand moment. Et ça a été le cas donc pour Giovinazzi et Pierre Guidi, champion avec 133 points finalement, en compagnie de James Calado. Bien sûr, Ferrari, bah, pas grand-chose à dire donc sur cette saison à part que ça a été rondement mené. Par contre, quelque chose à dire sur leurs adversaires de Toyota et de Ferrari, avec bah, notamment la déconvenue Cadillac. Moi, je dois le dire quand même, hein, ils avaient encore une chance de s'illustrer au Ouais, classement ouais, 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 constructeur. ouais.
Ils ont Ouais. tout perdu, hein. Ils terminent 4e Cadillac derrière Porsche et derrière Toyota parce que mine de rien, saison 2025 compliquée, pas de podium, etc. Bah, ils sont vice-champions. Ils sont vice-champions du monde Toyota. C'est incroyable. C'est vrai que Cadillac alterne le bon et le moins bon. C'est quand même, on a quand même jamais vu Cadillac aussi haut que cette année en WEC. L'apport de Jota est quand même réel. On se souvient Ah, avec c'est clair. les premières lignes verrouillées et notamment aux 24 heures du Mans. Alex Lynn qui est quand même qui restera un des pilotes de l'année pour moi. Enfin Oui, je suis entre la d'accord. pole du Mans qui avait un goût de revanche un petit peu après celle de Estre en 2024. Enfin voilà, on a des beaux moments Cadillac, on va dire. Sauf que au final, ouais, là sur la course, ça fait 6 et 16. Euh, Ouais, 16, on sait 6. pourquoi, hein. Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. 6 parce que je sais pas. 6, je sais pas, ils sont à 40 secondes. Ils avaient pas trop le rythme. Jamais vraiment on les a vus en rythme, jamais vraiment la meilleure en vitesse de pointe, jamais vraiment la meilleure en virage. Donc, voiture à compromis qui là-bas ne semblait pas très à l'aise. Et 16e pour la 38. Double erreur, quoi. Enfin, double erreur. Eh oui, Bamber qui se met au tas tout seul. C'est bien quand c'est tout seul. Il y avait moins de dégâts que d'habitude, donc c'est pas plus mal. Et, il a pu repartir. Button pour sa dernière course, sublime, Bravo. quoi. Superbe. Là, Ouais. c'était. Tu sais, il avait mis un casque en Oui, hommage oui. à son premier casque quand il était en karting, parce que son père, regretté John Button, avait fait ce design pour faire peur aux autres. Ah bah là, il a fait peur à Thomas Floor, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Belle frayeur pour Thomas Floor, hein. Je sais pas si c'est le casque qui a aidé, mais bon, on va le dire, hein, c'était un petit peu comme en ELMS à Silverstone. Je sais que ça peut arriver. Je charrie Jenson Button, qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Je l'ai beaucoup apprécié en fait, Jenson Button, et j'ai beaucoup trouvé qu'il avait fait son temps et qu'il était plus du tout dans le rythme et dans le match depuis maintenant bien des années. Donc voilà, c'était bien qu'il soit en endurance au début. Maintenant, je crois qu'il s'est pas impliqué comme il fallait. Et voilà, peut-être que j'ai une petite dent contre lui quand même à ce niveau-là, Ah, je parce pense, que ouais. parce que j'aime bien. Non, mais non, bah oui, je crois que j'ai une dent contre lui. Non, mais après, si je le rencontrais, pas de problème. Je l'ai déjà interviewé au Mans rapidement pendant la parade. Il est adorable. Mais voilà, je me dis, c'est bon, merci, merci, au revoir quoi. Et dans le trafic, je sais qu'il faut perdre le moins de temps possible, mais là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prise de risque. Il a voulu dépasser à l'extérieur une Ouais, GT qui, là, ouais. pour le coup, n'a rien eu à faire. Enfin, Thomas Floor, il a rien pu faire. Il s'est fait envoyer dans le mur, mais comme un malpropre. Ça a été un gros, gros choc. Un peu comme ce que Martin Berry a vécu en ELMS avec Alexander Malikin. Pareil, qui fait n'importe quoi, qui passe à l'extérieur. Enfin, je veux dire, il faudrait peut-être quand même les rééduquer, ces pilotes hypercars. Ce ne sont pas des passe-droits qu'ils ont parce qu'ils ont une voiture plus rapide. Je veux dire, à un moment donné, oui, ok, il y a une GT3 qui gêne. Oui, on se bat au 10e. Mais c'est bon, on peut cohabiter, quoi. Je veux dire, à un moment, moi, ça me fait rire à chaque fois qu'ils font des appels de phare et quand le pilote de LMGT3, qui généralement est un pro, ferme la porte pour le virage, bah, ça veut dire ne me dépasse pas ici parce que je vais perdre encore plus de temps. Et l'autre, il s'énerve, machin, ah, il bloque me. Attends, c'est bon, quoi. On est sur une piste où on doit tous cohabiter. Et là, je crois qu'il a été un petit peu trop optimiste. Ça peut arriver, mais il a quand même gaspillé les chances de Cadillac de marquer des points. 30 secondes de stop and go, un relais difficile. Enfin bon, on n'a pas vu Sébastien Bourdet du coup, parce qu'avec les deux B qui, qui l'accompagnent, c'est compliqué. Ouais, non, mais voilà, je sais que tu avais beaucoup d'espoir sur cette 38 en début de Ah oui, saison, parce que tu apprécies Sébastien Bourdais. Moi aussi, hein, je fais partie du club des et appréciateurs j'apprécie de Bamber Sébastien Bourdais. aussi. Ouais, Tu vois, ouais, bien sûr. j'apprécie Bamber aussi, Ah, mais vraiment, il fait des Button, conneries. tu le mets vraiment sur la touche, c'est incroyable. mais, Ah ouais, non, mais. non, mais je sais que tu avais beaucoup d'espoir sur la 38, et moi, peu. Mais je pensais. Non, mais Bah, c'est t'avais vrai, raison. je pensais pas que ça serait quand même à ce point-là. Non, mais j'en avais peu dans le sens où Button, je me souviens quand même de déclarations. Je sais plus si c'était à Imola l'année dernière, où il disait qu'il voyait rien, que de toute façon dans les hypercars c'est mal foutu, la visibilité elle est réduite. Attends, gars, en fait, juste ça fait partie des éléments. Enfin, tu composes Ah avec, oui. tu sais, c'est comme j'allais te dire, hein. C'est comme si tu dis une pièce de théâtre elle est mal écrite. Bah écoute, t'es acteur, c'est où tu la joues pas, mais après toi tu peux gérer ton intonation, mais et ton intention, mais en fait, à un moment on te donne des éléments, il faut quand même s'en servir. Et, ok, tu veux qu'on enlève le toit, Jensen, ou comment ça se passe? Et je me suis dit, et apparemment, il expliquait beaucoup sa contre-performance, ses temps au tour réduits, à cause de ça. Je me dis, attends, on est sur un Ouais. pilote qui t'explique que vu qu'il voit rien, il prend moins de risques. Il faut peut-être changer de taf en fait, parce que Bah oui. moi à Bah non, l'époque, je mais voyais pas il grand fallait qu'il chose. reste en monoplace. Ouais, non, mais tu vois, Ah c'est. oui. À l'époque, il y avait un problème de moteur d'essuie-glace. On voyait pas grand-chose, hein. Ouais, non, en fait, ça m'a. J'ai tout de suite senti que Jenson Button, il fallait pas en attendre grand chose en termes de perfo. Après, Bah voilà, oui. on Mais pourra pourquoi on le saluer met avec sa. Bourdet alors?
on pourra saluer sa fidélité parce que du coup, j'ai entendu une stat, bon, à vérifier quand même parce que bon, la source n'était pas forcément la plus fiable, mais il aurait, et ça me paraît assez logique en fait après réflexion, il aurait plus de courses en WEC que Fernando Alonso, autre champion du monde de Formule 1. Ah, Jensen. il a fait tant de saisons que ça en WEC, ah ouais, parce qu'il a Bah, roulé, il a roulé chez SMP. SMP. Ouais, c'est vrai. Il a roulé chez Ouais. SMP, peut-être pas une saison entière, mais au moins une partie de saison. Et plus là, les 2 saisons qu'il vient de nous faire. Donc voilà. Et puis le Ouais, pas calendrier mal. était peut-être un poil plus étendu qu'à l'époque Oui, c'est de vrai, c'est Felland. vrai. Donc. En tout cas, Cadillac réussit avec la 12 à s'illustrer parce que 7 hyperpoles en 8 courses pour cette fameuse voiture numéro 12, des pole positions, on l'a dit, avec Alex Lynn, et surtout, la Cadillac numéro 12, et j'aime cette statistique, tu parlais de l'apport de Jota, c'est la 5e hypercar à terminer toutes les courses de WEC dans le top 10 après la Toyota numéro 7 et l'Alpine numéro 36 en 2021, mais c'était beaucoup plus facile à l'époque, la Toyota numéro 8 en 2023, et la Porsche Penske numéro 6 en 2024, t'imagines? C'est-à-dire que cette Cadillac numéro 12, moi je la mettrais, enfin, je pense qu'elle aurait mérité d'être plus haut dans le classement avec Alex Lynn, avec Stevens et Nato. Ils ont terminé dans le top 10 toutes les courses et ça n'arrive que très peu. Elle est ouf, elle est bizarre cette stat. C'est dingue, hein? Je veux Non même pas mais savoir ça comment tu arrive l'as. quasiment rarement. Ça arrive quasiment rarement. Tu ne veux pas savoir, mais je calcule, monsieur. Non, mais attends, Toyota numéro 8 en 2023, là, ça avait plus de sens qu'en 2021, même si j'ai rien contre la Toyota numéro 7 et l'Alpine numéro 36. Mais là, ça avait du sens, 2023. Et puis en 2024, la Porsche numéro 6, elle a été championne parce que justement, elle avait été toujours dans le coup et toujours aux Ok. avant-postes. Ouais, Franchement, je vois. elle est incroyable cette stat. 8e, 10e, 5e, 4e, 1er, 8e, 6e, 6e. Ils sont toujours là. Mais ils sont malheureusement un tout petit peu trop loin. Ça manque de podium, quoi. Voilà, il y a une victoire, mais ça manque de podium. Ouais, et puis ça manque de. Ça manque. Le fait aussi, c'est que Jota a pris la main sur le programme Cadillac cette année. En face, Oui, t'as Toyota qui est là depuis 2012 et qui connaît par cœur les bagnoles. T'as Ferrari, où ça fait 3 saisons que c'est la même équipe d'exploitation, les mêmes pilotes. Il y a une vraie stabilité. Voilà, c'est pour ça que ça pêche en fait. C'est parce qu'il y a eu des tergiversations dans le programme Cadillac, un raté au lancement avec, je pense, c'est vrai. un focus américain qui est légitime, hein, c'est Cadillac, mais un focus américain trop long avant de se rendre compte. Et puis après la séparation, avant de rebasculer maintenant avec une exploitation Jota, c'est dommage, c'est du temps de perdu, mais bon, Ça va payer, je est-ce pense. qu'on a touché ce plafond de verre des Cadillac ou est-ce que on peut passer encore un peu plus de perfos? J'ai du mal, hein, parce que moi Ah, j'y croyais beaucoup au Mans par exemple, tu vois. ah, moi aussi, ah bah, j'ai pas arrêté de le dire. Enfin, j'étais persuadé que Cadillac allait faire quelque chose. Ben, est-ce qu'il faudrait pas, comme BMW, justement, utiliser des Evo Joker maintenant pour Cadillac? Parce que je crois pas qu'on soit au plafond de verre. Je pense que Jota a encore beaucoup à apprendre et à développer de cette voiture. Je suis Ouais. déçu parce que j'ai croisé Olivier Bertha la semaine dernière. J'aurais voulu lui poser des questions parce qu'il roulait aux 2 tours d'horloge et il a gagné d'ailleurs sa catégorie. Ah oui, Mais ok. j'ai pas, ouais, mais j'ai pas eu le temps de lui parler. Donc je suis déçu. Je l'ai croisé. C'est vraiment quand on parle de croiser, c'est-à-dire qu'il est venu sur le podium, je l'ai appelé, il est reparti et je l'ai plus vu. Donc bon, mais j'y crois à Cadillac, ouais. Moins BMW, si tu me le pardonnes là ou si tu me le permets. BMW, bon ben c'est plus que compliqué, franchement. Je comprends pas trop et pourtant malgré l'apport de WRT, hein, je comprends pas trop où ça va ce programme. Ouais, si, moi je pense que ça va. Elle va débuter là dans quelques jours à Daytona avec sa version, les cloisons nasales revues, là, Ouais, les naseaux un peu plus fins. Et j'ai petite l'impression qu'il y a. opération chirurgie esthétique. Ouais, bah c'est vrai que bon, elle avait un sacré pif quand même cette caisse. Et ils vont corriger. Enfin, apparemment, c'est vraiment. Le travail est focus sur cette partie avant. Oui, Mais c'est souvent. Enfin, j'ai l'impression que c'est souvent. Il y a plein de voitures sur lesquelles c'est le cas, quoi, tu vois, où en fait les développements. Avec cette liberté qu'on donne sur l'esthétique notamment, et là BMW en a vraiment profité à fond en ayant bien sûr. ces 2 haricots très ouverts, bah ça fait qu'après, en compétition, tu te rends compte, là il y a peut-être trop d'air, ou il y a une gestion des flux d'air Bah oui, qui est pas cohérente, donc voilà, donc la grosse Evo va concerner cette partie avant. On va voir, moi je suis assez optimiste sur ça, je pense. d'accord. Ouais, Bon, ouais. moi je suis plus optimiste, tu vois, sur Alpine par exemple, qui d'ailleurs au rookie test a fait de bonnes perfs, et puis qui restait sur une victoire à Fuji. Bon, malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu 2 reprises. Ici à Bahreïn, ils avaient Non, un ouais. petit peu moins de réussite. Franchement, le rythme était pas si mal. En tout cas, en qualif, c'était très loin du compte. En course, je trouve que c'était très intelligent de la part de l'équipe de se concentrer sur le rythme, sur les longs relais.
Et à un moment, j'y ai cru aussi hein, à Alpine qui se place aux avant-postes. Bon, ils seront pas allés jusqu'au bout. Ils terminent combien Alpine? Ils terminent au-delà du top Ça fait, 10, ouais, ouais, ça fait 11 et 11 et 12. 12. Ouais. Ouais, bon, Bah, c'est voilà, frustrant. tu vois, c'est compliqué à expliquer hein, que le vainqueur de Fuji les vainqueurs de Fuji font 11 et 12. Ah, je sais, et c'est difficile à expliquer, oui et non. Je pense qu'ils ont été un peu malchanceux sur les timings des drapeaux jaunes, des safety cars. Et puis, ouais, sur l'exécution, peut-être qu'ils ont pris beaucoup de balles neuves au début, ou en tout cas des pneus qui étaient en meilleur état, et puis à la fin, ils en ont un peu souffert. J'avoue que là, c'est vrai que pour expliquer tout, c'est pas simple. Puis comme j'ai pas commenté la course, j'étais un peu plus en spectateur, donc j'étais pas non plus ultra concentré sur tous les écrans et tout ça, quoi. J'en profitais un petit peu plus, quoi, on va dire. Ouais, t'étais en Bon, par dilettante, contre, quoi. ouais, bah voilà, bah ça fait plaisir aussi des fois d'être un petit peu plus sur la retenue ou dans le canapé, voilà. Et au moins j'ai pu faire des commentaires de canapé comme Ah, c'est tous bien les ça. gens me font sur moi, voilà. J'ai dit ah mais pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça? Bah oui, bah voilà, bah parce que en fait quand on a le nez sur toutes les statistiques et le nez dans l'écran, et bah évidemment on peut pas prendre de recul et on n'est pas assis dans son canapé. Donc voilà, je le vois aussi et ça fait du bien des fois de reprendre un peu de recul pour voir justement ce qui va et ce qui va pas. Je voulais parler de Peugeot avec les débuts de Théo Pourchaire dans la 94 et c'était pas si mal Peugeot. Il restait sur 2 podiums avec la troisième place à Austin, la deuxième place à Fuji, pas avec les mêmes voitures. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, le rythme qu'ils avaient était bon aussi. Est-ce que tu as été enthousiasmé par les Peugeot ou pas spécialement? Ça fait 9 et 10. Bah, si, sur le début d'épreuve, évidemment, c'était bien, mais. Ouais, avec le spin de Di Resta, t'as bien aimé ça, le 360 de Di Resta, parfaitement maîtrisé, parce que Di Resta c'est aussi un pilote que j'apprécie, comme Jenson Button, tu vois, c'est vraiment des gens qui ont leur place en endurance. Ah, bah, c'est. Ouais, ouais, c'est dommage que. C'est bizarre que son nom de famille commence pas par un B d'ailleurs, ça serait la continuité de Bamber. Mais Biresta, oui, oui, non, j'ai vu ça. Bah, après, j'ai pas trop compris pourquoi ça s'est effondré, alors peut-être que tu vas m'expliquer, mais le début de Non, non, course. j'ai pas compris non plus. Ouais, ok, bon, voilà. C'est cette Non, j'ai pas caisse. compris parce que Ouais, Jacobsen, il a fait un gros taf. Il y a Théo Pourchaire qui a bien roulé, Loïc Duval, bon, on connaît sa valeur. ouais. Et Malte Jacobsen, punaise, Jensen, il quand nous a même. fait des défenses incroyables. Non, attends, parce que ils ont défendu avec des pneus qui étaient plus anciens. Ah, si, peut-être que je peux expliquer un petit peu, parce qu'ils ont essayé justement un peu à l'instar de Toyota de prolonger les relais, parce que je charrie Paul Biresta, mais, mais il a aussi roulé beaucoup avec des pneumatiques qui étaient assez longs, enfin assez longtemps installés Ouais, sur la ouais, ouais. voiture pour essayer de se décaler. Mais ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a eu aussi un mauvais timing avec les drapeaux jaunes. Et voilà, ils ont quand même essayé. Jacobsen, par contre, oh là là, les défenses, des fois, c'était un peu cavalier, hein. Bah, c'est là où tu vois que cette stratégie de, comme tu disais, d'avoir des pneumatiques plus usées et qu'il faut quand même essayer de, du coup, t'es encore plus à la limite. Bah là, Brandon Hartley, il a excellé là-dedans. Brandon Hartley, c'est Ils n'ont pas plus. la même voiture non plus. Tu vois, Ils- est-ce que finalement, Ouais, c'est ouais, pas à ouais, se ouais. dire que quand tu as un avantage vraiment assez conséquent, là, tu peux t'amuser à faire plusieurs stratégies et tu as un petit peu plus de Ouais, latitude. Quand tu es déjà couteau, bon, bah, si tu es avec des pneus qui en plus ont moins d'efficacité, bon, bah là, tu dégringoles, quoi. ouais, Je sais pas. non, t'as raison. Si, si, non, mais j'allais encenser Brandon Hartley en disant que c'était l'expérience, etc. C'est vrai aussi, attends, mais tu peux encenser Brandon Hartley, il est très sympa ce pilote. Mais voilà, il y a aussi le fait que la voiture était quand même plutôt globalement bien à Bahreïn et ça peut aider à être un petit peu plus tranquille pour faire ses stratégies, quoi. Ouais, Je exactement. voulais, avant de passer à la catégorie LMGT3, faire un petit correctif parce que Oula, la semaine dernière on a parlé de Ford. Ah oui, ah bah ça y est, moi je commence à me lancer dans Eratom. top correctif. Euh, Top Eratom. Euh, Je parlais du programme Hypercar Ford et Ouais, on se disait, bah, tiens, ce serait peut-être pas mal d'avoir peut-être Penske qui soit en ouais. exploitation. Et en fait, JPM Racing 2008 me dit enfin, nous dit dans le commentaire là, en bas de la vidéo, donc merci de commenter. Est-ce que Ford n'avait pas annoncé s'occuper de ses autos en interne? Et ben si, en fait j'ai relu le communiqué de presse, tout à fait, donc mea culpa, top mea culpa, Ford Racing va être donc Ah oui. Ça, en plus, il change de nom, hein. l'équipe. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah bah oui, Ford Racing en hypercar qui aura un châssis Oreca donc et l'exploitation sera directement par Ford parce qu'à l'époque c'était Chip Ganassi qui avait Ouais, exploité le programme en GTE et Multimatic qui est le partenaire pour Ford Mustang avec Proton, c'est ça, ouais. pour faire rouler ses autos. Mais voilà, donc pas d'équipe tierce a priori
pour Ford. J'en suis bien déçu, mais Ils vont et donc peut-être on n'aura pas de capitaine. récupérer un peu de personnel de chez Porsche parce que là, Oui, il y a une fuite des cerveaux. Hein. Il y a du monde de chez Porsche qui part un peu à droite à gauche, donc peut-être qu'ils vont aussi c'est récupérer du clair. monde. Ouais. Et des pilotes, hein, on l'a dit, hein, Mathieu Jaminet qui va aller chez Genesis, Matt Campbell qui, semble-t-il, aurait déjà signé depuis longtemps chez McLaren. On a également Mikkel Jensen qui s'en va de chez Peugeot et qui devrait aller chez McLaren aussi. Chez Peugeot, Stoffel Van Dorn repart, revient. C'est une porte de ranch, son truc, ou une porte de saloon. C'est Ouais. magnifique. On en avait parlé la semaine dernière. Et puis par contre, voilà, pas de changement. J'en parlais en introduction. Chez Toyota, chez Aston et chez Ferrari, on reste sur les mêmes trios. Chez Alpine, par contre, on attend quand même encore la réponse de Mick Schumacher. Moi, je croyais que c'était quasiment fait. Le fait qu'il s'en aille aux États-Unis pour rouler en IndyCar. A priori, non. Et Bruno Famin et Philippe Sino se sont exprimés en se disant mais il faut qu'il se décide ce monsieur. Tu vois, même Mick Schumacher, il fait de bonnes perfs. On aimerait le garder, mais bon, à un moment, on n'a pas envie d'être la troisième roue, ou quatrième, ou cinquième, ou sixième roue du carrosse, quoi. Ils sont passifs hein, là-dessus. Voilà. C'est étonnant quand même cette gestion. Ouais. Ouais. Je comprends pas trop non plus. Bon, passons au LMGT3 et passons à cette superbe victoire. Cocorico, on a écouté la Marseillaise sur les terres bahreïnies parce que c'est l'équipe Acodis ASP qui s'impose avec la Lexus numéro 87. Encore une belle performance et ça s'est joué à rien du tout d'une victoire Mercedes. Mais quelle fin de course! On l'avait annoncé la semaine dernière, mais franchement, on était visionnaires quoi. J'ai sorti le podcast Trajectoire de Maxime Martin. Maxime Martin fait un podium et termine à 786 millièmes de seconde de la Lexus. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette course en LMGT3? Parce que je tiens à ce qu'on parle de ces courses qui sont vraiment magnifiques. Eh ben, ça m'a moins passionné, j'ai moins regardé bien Ah bon, sûr, d'accord. mais oui, oui bah, ça a quand même été un peu plus une parade Lexus. Il y a quand même eu une gestion, enfin ils ont quand même longtemps été aux commandes, match Lexus Mercedes. Bah, après non, qu'est-ce que j'ai vu beaucoup d'erreurs et ou de Ah bon? comment on appelle? Attends, je fais un peu de teasing. J'allais dire beaucoup d'erreurs et ou de fautes, de tensions, de contact chez BMW, tu vois ce que Ouais. je veux Ah dire, oui. Ah, je vois. qui empêche, Attends, range ce doigt, range ce doigt. qui empêche du coup d'être plus haut. Non, voilà, après, course un peu moins passionnante, enfin, moi, je me suis moins intéressé. Les McLaren qui étaient nulle part, compliqué à suivre aussi, compliqué à suivre. Ouais, non, je sais pas, je trouve c'est bien, c'est un peu la revanche aussi, tu vois, Toyota qui gagne, Lexus qui gagne, c'est le même groupe, c'est une marque japonaise. Pareil, c'est pas la revanche parce que Lexus c'est un peu différent, mais voilà, vieille bagnole usée, poncée qu'on connaît, qui s'impose. Bah écoute, non, mais c'est très bien. Et il y a eu, non, mais il y a eu une très bonne performance parce que là on parle de la 87, mais il y a aussi la voiture sœur qui a été très bien. En pole. Ouais, Ah bah voilà. attends, elle a été très bien avant d'abandonner, mais Oui, voilà. sinon, pole position pour Finn Garzit, c'est Arnold encore une pole Robin, Arnold Robin pour la qui Suisse. menait. Enfin voilà, donc il y a eu un bon taf global chez Acodis ASP. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et un très bon relais, sortez les enregistreurs, de Pechito Lopez. Ah Il a ouais. pris tous les risques. Et franchement, non mais c'est je pense que c'est en grande partie grâce à lui que la 87 s'impose, hein. Donc bravo Pechito, c'était fantastique. Il nous a rappelé les grandes heures de ses titres mondiaux Ah oui. en voiture de tourisme. Ah bah oui, quand même. Ça j'aimerais bien Parce qu'il y a eu un qu'on s'y safety refasse. car qui est mal tombé. Ah, mais on pourrait pas se faire des réacts sur Twitch. Bon, on lance Ah les idées. ouais. Bon, là, c'est plus en Endurance Club, mais on essaiera de refaire. Parce que j'ai fait un stream. Là, je parle. Allez, vas-y, c'est n'importe quoi. Top digression. J'ai fait un stream avec Vince Cosa. Et a priori, voilà, c'était apprécié. Et ça m'a donné envie de nouveau de faire des streams sur Twitch comme à l'époque. Comme à la grande époque. Donc, pourquoi pas, on pourrait se faire des watch-along ou des reacts de saison de Pechito Lopez quand il gagnait tout avec Citroën. Ah, Tiens, en WTCC c'était magnifique, ouais, ouais. ça serait pas mal, ça serait pas mal. Parce que Vince Cosa, tiens d'ailleurs, je rebondis aussi, c'est une top digression, mais qui me fait Top rebond. répondre à une réaction. Non, mais c'est vrai, c'est important. À une réaction qu'on a eue avec notamment, alors qui me proposait ça? Vincent Guérin. Sur j'allais dire le chat. N'hésitez pas franchement à communiquer avec nous, c'est vraiment génial sur YouTube pour ça. Faites des commentaires et du coup on peut les lire à une semaine d'intervalle et on peut vous répondre et tout. Est-ce qu'on pourrait pas faire un épisode dédié aux jeux vidéo, au sim racing, notamment avec la sortie de Le Mans Ultimate? Bah, c'est pas une mauvaise idée du tout et je pensais à Vince Cosa
pour être avec nous en tant qu'expert, parce que lui il a fait des streams sur Le Mans Ultimate, etc. Donc je sais pas ce que t'en penses, Bah, mais ça pourrait voilà, être intéressant de refaire une petite récap de tous les jeux d'endurance qui nous ont bercé peut-être. là, c'est un peu notre pop-out interne, mais pour info, au tout début d'Endurance Club, il y a 1 an et demi, j'avais proposé à Ouais. Anthony de faire un épisode sur Le Mans Ultimate, et on avait statué tous les deux, on se disait finalement non, parce que déjà, on était déjà que là, on n'a pas forcément l'audience non plus la plus élevée, mais c'était un peu plus embryonnaire encore. On s'est dit bon, ça va être trop de niche et on va pas accrocher, donc on l'avait pas fait. Mais du coup, moi j'adore, hein, c'est une très bonne idée Ah bah de parfait. parler de Le Mans Bon bah très Ultimate et bien. de parler, oui, de l'évolution des jeux vidéo liés aux 24 heures du Mans. Je vous raconterai comment j'ai gagné les 24 heures du Mans sur Dreamcast Oh! avec une Audi R8C, bien sûr. Oh là là, magnifique, magnifique. Je vous raconterai comment je me suis craché dans la ligne droite des Hunaudières. Bon bref, il y a pas mal de trucs. Oh, bah, là, les crash, ça, je suis un expert. J'ai fait quand même quelques petits podiums en sim racing. Bon, bref. Mais voilà, c'était pas une mauvaise idée. Et donc, je voulais rebondir là-dessus et saluer la victoire Porsche quand même, parce que Porsche, certes, s'en va de l'hypercar, mais c'est quand même une Porsche qui s'illustre en LMGT3 parce que avec sa 4e place, l'équipe Mante First Form a réussi à décrocher un nouveau titre, donc avec Ricardo Pera, avec Richard Litz et avec Ryan Hardwick. Il avait peu de points d'avance finalement sur la Ferrari numéro 21 et ils en ressortent avec quasiment 15 d'avantage sur François Herriot, Simon Mann et Alessio Rovera. Mm. Simon Mann qui a fait une course un petit peu brouillonne, malheureusement, c'est peut-être ce qui coûte un petit peu plus de points et peut-être le podium général de la catégorie LMGT3 à la 21. Je sais pas ce que tu en penses, il y a eu une petite pénalité. Il a été un peu optimiste, Simon Mann, il a Ouais, fait de la ouais, place, il a fait ouais, le ouais. ménage. Ouais, non, bah oui, non, j'allais dire surtout victoire. Enfin, en fait, le titre, comme tu dis, Porsche de la 92, aussi beaucoup lié à la performance du Mans. Enfin, en fait, Oui, le ratio, le nombre de points distribués sur l'épreuve de 24 heures fait qu'évidemment, gagner au Mans donne un avantage quand même assez conséquent. Ils avaient déjà gagné Imola aussi, de mémoire. Donc, en fait, voilà, ils avaient pas déjà conquis le titre à l'avance, mais comme tu dis, c'est assez serré. Mais en fait, ils avaient déjà quand même fait une bonne partie du taf en début de saison. ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Mais enfin, ils ont été capables de marquer quand même de bons points. Ils ont manqué les points au Qatar en début de saison, ouais, sinon à chaque fois ouais. bien placés. C'est pas une saison comme l'année dernière, je Non, crois que c'est vous avez ça. quand même quasiment tout dominé. Mais bon, c'était assez intéressant. Puis Ferrari, donc, qui fait 3 podiums finalement, 2 deuxièmes places et une première position en la 21. Et puis 2 victoires pour l'équipe Lexus à Codis avec la 87, qui termine donc troisième du classement général. Moi, je voulais vraiment, je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais féliciter le travail de l'équipe Iron Lynx avec Martin Berry qui à chaque fois est très très solide en ELMS et là en WEC. Odenus, c'est lui en fait la variable qui Mhm. habituellement est un petit peu plus faible. Là, il a été capable de mettre la voiture aux avant-postes et donc le travail de Maxime Martin, franchement, c'est passé à 2 doigts. Je pense à 3 tours de peut-être s'imposer parce qu'il revenait comme une balle sur l'équipe Lexus. Donc Et puis, bravo, franchement, je suis content faut pour ce pas podium. oublier Voilà. que c'était 2025 reste l'année de retour de Mercedes C'est en vrai, c'est endurance vrai. dans les séries 24 heures, enfin, aux 24 heures du Mans, je la fais courte. Mais Oui, tu vois, il y a eu cette montée en puissance, ça a été compliqué en début de saison, ça s'est amélioré. Donc je pense que 2026 sera meilleur. L'accident de parcours restera les 24 heures du Mans, où bon, clairement, il y avait des pilotes qui avaient rien à foutre là, qui n'avaient pas le niveau, et qui ont d'ailleurs été ouais. interdits de prendre le départ. Donc voilà, ça restera la mauvaise note sur le tableau, mais en vrai, Mercedes, ils sont plus ou moins là où on attendait, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie montée en puissance, et là, je pense qu'en 2026, on peut s'attendre à de bonnes choses. Moi qui suis plutôt assez fan de Mercedes, c'est pas un secret. Bah oui, J'attends de je belles vois. choses, quoi. Attends, il termine à 4 points seulement des 2 voitures de chez McLaren de chez United. Enfin, franchement, on se rend compte du dégât. Oui, bon après Alors que. c'est anecdotique, c'est une 13e place au général, bon tu vois, c'est... Non, mais d'accord. Mais 4 points seulement de Oui, oui, différence de entre United. les Oui, oui, oui. 2 voitures de chez United, hein. Les deux ont 43 points Ouais, ouais, et 39 points pour la Mercedes Iron Lynx. Alors qu'on l'a jamais vu de l'année, cette Mercedes. c'est vrai. T'imagines? Et United d'ailleurs qui passe la main à Garage 59, c'est pas forcément une mauvaise Ouais. nouvelle, enfin bon, c'est assez Ah logique, bah hein. c'est clair. Mm. Je pense que McLaren cette fois va avoir des chances de pouvoir bien s'illustrer. Je pense qu'ils se Ouais, sont rendus ouais, compte ouais. qu'ils pouvaient plus gérer tous les programmes. C'est assez incroyable de voir à quel point l'équipe United Autosport se casse la figure. Je sais pas ce qui se passe, Ouais, mais ouais, ouais. je suis pas forcément très confiant du programme Hypercar, mais on va voir, hein. C'est peut-être un peu différent. Ils ont plus l'habitude de faire rouler des protos, donc pourquoi pas. On va leur laisser le bénéfice du doute, mais je suis en train de me dire qu'ils se concentrent beaucoup sur la F1 et que
United, avec Zach Brown et Richard Dean, là, sont peut-être en train d'en payer un petit peu les pots cassés. Je sais pas. Ouais, Bon, je suis assez confiant. non, Moi, je pense plutôt, d'accord. dans mes rêves, en 20, Ah, on est quoi, 25, ça arrive quand? 27, McLaren, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, allez, aux horizons 28-29 peut-être, je vois bien McLaren être le constructeur qui peut faire rêver toute une génération en étant potentiellement champion constructeur en Formule 1, champion constructeur en WEC et vainqueur Indianapolis. Pas mal. Ah ouais. Tu vois, Waouh, ça serait pas. Ouais, Ouais, ça c'est serait ce pas qu'ils mal. ont dit, hein. Clairement, c'est une ambition de faire la triple couronne la même année. Bon, vous avez votre définition de la triple couronne, hein, Grand Prix de Monaco ou pas, ou Oui. championnat, bref, on va pas rentrer là-dedans. Top débat. Mais en tout cas, ils ont envie de le faire, quoi. Et moi, Zach Brown, j'avais du mal avec le personnage. Ouais. Euh, mais en fait, bah, il apporte quand même des résultats, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais je suis d'accord. Il a cadré les choses et tout. Donc, bon, pourquoi pas. On va voir. Mais en tout cas, difficile de lire les performances de McLaren Oui, c'est en vrai. LMGT3 cette C'est vrai, année, hein. c'est vrai. Là, franchement, il y avait eu une très belle ouverture de saison avec la 59, si je dis pas de bêtises, au Qatar. Et puis là, depuis, pas grand-chose. Donc ouais, je voulais souligner cette performance de la Mercedes devant l'Aston numéro 27 du Heart of Racing Team. Malheureusement, on n'a pas trop vu l'équipe Racing Spirit of Le Mans. C'est une fin de saison un peu compliquée quand même, hein, pour le trio Valentin Asclo avec le Brésilien Doudou Barrichello et Anthony McIntosh. Difficile. Doudou Barrichello qui a quand même été salué pour ses performances cette année pendant la remise de prix, tu sais. C'est la révélation de l'année, voilà, pour la belle saison qu'il a effectuée à Sao Paulo, avec la pole à Fuji également. Enfin, il y a eu de belles choses, mais bon, Aston, ils ont été un petit peu plus éteints. C'est bizarre, Ouais, hein, ouais. en LMGT3 qu'en Hypercar. Alors, je dis éteint, il termine quand même sur le podium avec Heart of Racing Team. Mais on voit plus la Valkyrie désormais, je trouve en tout cas, que c'est Vantage. Donc, à voir pour Ouais, 2026. c'est étonnant. Alors, moi, j'étais plutôt hyper confiant sur cette Vantage GT3 Evo. Bah Tu oui. vois, la victoire à Spa-Francorchamps en GT World Change. Enfin, il y avait un côté très. Je sais que c'est pas la même voiture exactement, mais bon, il y avait une dynamique. Il y avait quand même une dynamique globale à Aston Martin GT3 et ouais, j'ai un peu déçu aussi. Donc franchement, bon, on va suivre ça. Moi, je voulais parler rapidement et saluer Tom Ferrier, patron de TF Sport, qui a été sacré personnalité de l'année. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, son équipe surtout a été incroyable. Titré en ELMS, là, c'était un peu moins facile dans cette dernière course, même s'ils se sont distingués. Distinction de l'année à Danny Uncadella, qui voulait imiter Ah, Tommy oui. Milner, j'imagine. Ben oui. Évidemment. Ce que j'aime bien, c'est que sur les réseaux, Danny Uncadella, parce qu'il a fait un doigt d'honneur, hein, à Augusto Farfus, comme Milner l'avait fait en début d'année d'ailleurs à Daytona. Il a retweeté quelqu'un qui avait mis en place un visuel, un petit Ouais, pour peu, en faire un tu vois, t-shirt, c'est ça? exactement, un petit peu travaillé pour en faire un t-shirt. Il a dit, moi je veux bien le vendre et comme ça ira à des, euh, Une à des association. euh, Ouais. associations. Ouais, ouais. Ouais, non, ils sont marrants J'aime bien, là-dessus. hein. Ils sont. Non, parce que c'est ça qui est trop bien, c'est que Farfous a expliqué, qu'est-ce qu'il a dit? J'offre des cours de pilotage à des gens qui sont aigris et qui ne savent pas dépasser, enfin je sais plus. Et Danny Uncadella a répondu, il a dit ouais c'est bon, j'ai mis en place le cours et ça renvoyait sur un doigt d'honneur. Ouais, bon, Enfin, ça c'est c'est magnifique ça quoi. c'est le show, quoi. Voilà. C'est la dose, c'est la petite Les partie. querelles. Ouais, ouais, où on est preneur ou pas. J'avoue que bon, encore ça va, ça c'était marrant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin, Farfus, en fait, à un moment, avant qu'il y ait ce doigt d'honneur, avant ce virage rapide, là où vraiment il y a un contact assez chaud, c'est virage 9, je crois. Enfin, le virage qui resserre vraiment le gauche assez lent. Oui, oui. Où là, en fait, Farfus, clairement, enfin, il laisse pas la place, hein. C'est-à-dire que même sans Yunkadel, il passe pas le virage dans les limites de piste. Donc en fait, vraiment, il a fait de la merde et c'est pas la première fois, quoi. Eh Agressif, ouais. très agressif comme défense. Non, non, mais c'est sûr. Je suis d'accord. Moi, je l'aime bien, Farfous, mais c'est vrai qu'il a toujours été chaud, hein, même Bah, c'est quand l'école on le WTCC voyait aussi, hein. débarquer. Exactement. Putain, j'allais le dire, mais non, mais en ETCC même, il était Ouais, chez ouais, Alpha ouais, bien sûr. quand il a commencé. Et donc, bah, c'est un peu l'école du bourrin. Et voilà, c'est l'école sud-américaine en fait. On a Aussi, Pechito et on aussi. a Augusto. Ah, mais ouais, c'est ça. Et puis on va au contact et de toute façon, ça fait partie ouais, ça fait partie des éléments. En GT, ils y vont, quoi. Ils ont Eh bah plaisir. oui, Ouais. attends,
Bon, avant de passer à C'est quoi ton actu, je voulais revenir vite fait sur les rookie tests parce que on l'avait pas trop évoqué pour le LMS, mais là pour le WEC c'est toujours assez sympa. On a eu la belle prestation, ou en tout cas la belle récompense pour Holly Gray, champion en ELMS qui a roulé dans la voiture championne du monde, donc la Ferrari. Pas mal quand même hein, pour Holly Gray. Et puis on a eu aussi le roulage de Tom Fleming dans la Porsche, toujours pareil, championne du monde, la 92, qui a été assez efficace, le jeune Tom Fleming avec cette Porsche. Il a fait le deuxième meilleur chrono en LMGT3, derrière un Adrien David, mais il nous a sorti un chrono, mais derrière les fagots. Bon, je pense que maintenant on peut le dire, c'est en voyant la liste des engagés là. Adrien David, il a roulé sur une Lexus de chez Acodis ASP. Je pense que l'année prochaine, il sera en WEC, hein, Adrien David. Avec ses petits camarades, ça va être incroyable. Franchement, je peux pas dire l'équipage dans lequel il sera, mais il sera avec Lexus, Toyota, ce que vous voulez, mais enfin en tout cas dans cette voiture. Et ça va être un beau programme pour lui. Et il a collé 4 dixièmes et demi à Tom Fleming, à José Maria Lopez, 7 dixièmes à Nicolas Lacorte, 9 dixièmes à Logan Sargent et 1 seconde à Farfus. Bon, c'est pas mal. Ok. Ouais. Donc voilà, et en hypercar, oui pardon. Non, vas-y, déroule. Non, et en hypercar, je voulais saluer la performance de Lilou Wadou Ouais. avec la Ferrari. Elle a fait, alors certes c'était l'après-midi alors que Calado a roulé le matin, mais enfin quand même, elle l'a fait ce chrono. 1:49.9 pour Lilou. Elle a mis quand même, je dois le dire, hein, à session égale avec un pilote qui donc a été champion en ELMS, elle a mis 6 dixièmes à Holly Gray. Et on peut dire, ah oui, mais il découvrait la voiture. Bah oui, mais Lilou Wadou aussi. Donc bravo. Franchement, je voulais le souligner. Et c'est fantastique de voir que Lilou, peut-être, on le disait, tu vois, eh ben, sera la première femme engagée en hypercar par un constructeur. C'est la bataille en tout cas. Est-ce qu'on aura Dorian Pain quelque part? Est-ce qu'on aura Lilou, Jimmy Chadwick dans le programme Trajectory pour Genesis? Enfin voilà, elles sont là les femmes. J'ai vu qu'il y avait aussi un certain Dorian Boccolacci qui a roulé. Mais exact, avec la Porsche Proton 963. Alors, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, il aurait un contrat en hypercar avec Porsche? Pourquoi pas? En tout cas, il se monte de plus en plus. Hein. Ouais. Il se monte de plus en plus. Ouais, parce qu'il est. Enfin, Porsche Proton. Hein. Non, mais ouais, c'est intéressant. Enfin, celui-là, je l'avais pas dans mon bingo, tu vois. Boccolacci sur Non, une moi non plus. hypercar, je l'aurais pas vu venir, donc plutôt bien, plutôt sympa. D'un autre côté, il a fait de la Formule 2, il a fait de la Formule 3, donc il connaît aussi la Cup, ce pilotage. Et puis voilà, et puis il fait du GT maintenant, et on sait que les hypercars, bah, c'est un mix un peu entre des protos et des GT. C'est plus d'ailleurs adapté, c'est bête à dire, mais à des pilotes GT, parce que la voiture bouge beaucoup et est moins vraiment sharp sur l'aéro. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de pilotes d'hypercars aiment faire du LMP2. Et parce que bah, ça demande des qualités un tout petit poil différentes. Ouais, ok. Et c'est pour ça qu'on est content de les avoir en ELMS. Ah, Parce que voilà, c'est pas un hasard qu'on retrouve Charles Milesi, qu'on retrouve Paul Louchatin, enfin tous les pilotes, Louis Delettra, tous les pilotes qui roulent en hypercar ou en LMDH ou en tout cas en IMSA, en GTP, aiment rouler aussi avec cette voiture LMP2 qui est juste incroyable et super efficace, quoi. C'est très bien dit. Bon, bah écoute, je pense que nous avons été assez complets sur ce sujet. Il est possible de passer on a été assez complet. Au segment suivant. Je sais jamais dans quelle heure on fait. C'est quoi ton actu, monsieur? C'est quoi ton actu? Mais on le fait rapidement, on a moins d'actu en cette fin de saison. Qu'est-ce que tu nous fais alors? Bon, écoute, qu'est-ce que je nous fais? Alors, rien de particulier. J'étais à Epoch Auto du coup le week-end dernier, c'était super cool. Salon qui, comme d'hab, enfin, c'était déjà, mais ça devient toujours plus un événement incontournable dans le monde de l'histo. Plus de 100 000 visiteurs. En termes de voitures de course, c'est clairement pas l'endroit où il y a le plus de choses à voir comparé à Rétromobile, évidemment. Il y avait quand même une Mercedes CLK GTR, donc c'est toujours sympa. Une authentique, une vraie, quoi. Hein, une Schneider Weber, quoi. Tu peux pas faire plus dans la cible. Mais non, toujours super ambiance. C'est un salon qui est... Si vous connaissez Rétromobile, mais que vous connaissez pas Epoch Auto, une des différences, c'est que là, ils ont conservé le côté quincaillerie, tu vois, la bourse de pièces, si tu veux, un allumeur d'une vieille bagnole. Il y a plein de pièces à vendre, il y a beaucoup de miniatures, beaucoup de posters, d'affiches, d'objets dérivés. Enfin, il y a vraiment tout ce côté, un peu village, tu vois, qui se perd, même qu'au Mans, tu ne trouves plus, parce que aux 24 heures du Mans, t'as les boutiques officielles, mais t'as pas ce côté, le brocanteur, enfin, j'exagère, mais tu vois, le brocanteur qui vend des pins et des machins. Donc ça, moi qui suis un peu acheteur compulsif, c'était top. Et puis voilà, toujours quand même de très belles voitures aussi. Il y a une vraie montée en puissance des supercars. Jaguar XJ220, Mercedes CLK GTR, je l'ai dit.
il y avait de la Maserati MC12. Enfin voilà, on a toute cette génération de voitures qui arrive, qui avant était totalement proscrite. Il y avait une très belle exposition Ligier aussi, avec de la Ligier prototype, la Ligier JS2, enfin des trucs un peu plus anciens. Donc vraiment super salon. Si vous l'avez jamais fait, c'est toujours début novembre. Mettez-vous un petit reminder pour l'année prochaine. Franchement, ça vaut largement la visite. Ça vaut largement la visite. Quand est-ce qu'on aura un stand Endurance Club? Ouais, non, mais j'ai envie de leur proposer des trucs. On verra. Il y a des conférences, tu sais, il y a plein de choses qui sont organisées. Vraiment, c'est un salon qui grandit. J'allais dire qui grossit. Non, parce que c'est qui grandit en étant toujours organisé par des bénévoles, super bien encadré, très pro sur tous les aspects, relations presse, gestion. Enfin, vraiment, c'est un très bel événement. Donc voilà, à mettre sur votre liste si vous êtes dans la région lyonnaise. Ouais. À mettre sur votre liste, et si on avait l'occasion de faire, je sais pas, je suis en train de rêver là, mais d'être intervenant dans ces salons-là, que ce soit Rétromobile ou ici évidemment à Lyon, mais parler un peu d'endurance, ce serait pas mal, faire une émission spéciale Endurance Club. Mais sympa, voilà, on pourra leur faire une propos, mais en tout cas voilà, c'était ça mon actu. Du coup bah voilà, ok, j'ai pas grand chose. Belle actu, écoute, dans le viseur. C'est très bien. Et toi? Voilà. Moi j'étais au Castellet ce week-end ce week-end bizarre hein, parce que c'était dimanche lundi pour l'animation de remise de trophées de l'Ultimate Cup Series. Donc voilà, c'était assez sympa. J'ai revu plein de pilotes qui roulent en ELMS, qui roulent en WEC, qui roulaient à l'époque en V2V. Voilà, des pilotes que j'apprécie beaucoup, des équipes aussi, et qui roulent en Michelin Le Mans Cup aussi. Enfin voilà, il y a plein de clients. Il y avait Sébastien Loeb qui était là, il y avait vraiment beaucoup de beau monde. Même Vlad Lomko, tu vois, était présent pour rouler sur une Porsche. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup du beau monde. Voilà, comme on dit, il y avait Sandro Giretti également. Il y avait Marius Fossard, enfin bon bref, je drop des noms comme ça, mais qu'on connaît en ELMS, en Michelin Le Mans Cup, en Ligier European Series, donc c'était très sympa. Et puis de mon côté, Trajectoire n'est pas à l'arrêt, non, mais on pourrait y croire. J'ai toujours beaucoup de boulot et je vais essayer de vraiment m'atteler à monter ces épisodes pour la fin de saison. Je continue quand même de faire des entretiens, parce que je me dis que c'est quand même comme ça qu'on reste actif. Et il y a de belles surprises qui vont arriver. Il y a un nouveau format qui s'appelle Souvenir de course. Je l'ai annoncé il y a 2 semaines, je crois, sur mes réseaux. Le premier épisode, je vous le dis, alors c'est pas de l'endurance, mais il est lié à un champion du monde français. C'est Sylvain Guintoli qui nous raconte un grand souvenir de sa carrière. Et il va bientôt arriver cet épisode. Donc voilà, c'est un format plus court. Ça fait 15 à 20 minutes. Et les pilotes, les ingés, un peu sur le même format que Trajectoire, enfin sur le même principe, racontent un grand souvenir de leur carrière et ça fait depuis 2023 que j'y pense et ça fait depuis novembre. Le premier que j'ai enregistré, c'était avec Tristan Vautier, c'était à Portimao, fin d'année 2023, c'est pour vous dire, hein, ça fait un moment que j'y pense et j'attendais le bon moment, j'attendais aussi que Trajectoire puisse grandir un petit peu et que l'audience puisse se stabiliser et voilà, et donc j'espère aussi que ça va vous plaire. Et c'est pour ça qu'on crée des synergies entre l'Endurance Club, entre Trajectoire, etc. Et merci de me permettre d'en parler. Et voilà, si vous avez envie d'avoir des portraits de pilotes, team managers, etc., vous le savez. Voilà, Trajectoire aussi existe. Bon. Et puis ce week-end, qu'est-ce que je fais? Je sais même plus ce que je fais ce week-end. Ah si, je commente Macao. Je commente Macao sur Sport en France, dis donc. Il y a Macao. Ça fait un moment que j'ai pas commenté Macao. Ça fait depuis 2017 ou 16, je sais plus. Donc voilà, ça va être le retour à Macao. Ça va peut-être faire 10 ans, dis donc, je vais regarder depuis combien de temps j'ai pas commenté le Grand Prix de Macao. Mais en tout cas, il y a les monoplaces et puis il y a le GT, évidemment. Donc ça sera à partir de 8h du matin, si je dis pas de bêtises, sur Sport en France. Ça va retrouver gratuitement sur Internet, tout simplement. Et puis c'est aussi sur les box et sur Canal+. Et à 15h, il y aura la course GT. Je crois que c'est ça les horaires. Bon bref, en tout cas, si vous aimez les courses en ville, Macao est fait pour vous. Donc voilà, je compte sur toi pour regarder sur Sport en France. Oui, je regarderai. C'est le jubilé de Daryl Young, sa dernière course. Il arrête sa carrière. Exactement. J'ai vu ça. Par contre, il n'y aura pas de Mercedes. Ça, c'est quand même un peu dommage. Ah bon, il roule sur quoi? Aston, non? Non. Lui, Porsche, je crois. Attends, je me suis pas renseigné. Il doit rouler sur une Merco, non, il n'y aura pas de Mercedes. Il n'y aura pas de Mercedes du tout. Maro Engel était bien triste de ne pas faire partie de l'aventure. Ok. Bon, passons à la top question. Alors, parce que là, on a le jingle. Là, il n'y a pas de droit. Là. Enfin, il y a des droits, mais moins que pour We Are the Champions. Allez, top question. Je vous propose de jouer avec nous 36-15 code TF1 pour le petit jeu top position. Donnez-nous les 3 premiers de ce Grand Prix de Monaco dans l'ordre.
Merci Jean-Louis, je vous passe la parole désormais. Euh, On a tout simplement posé une question la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si elle était si mal posée que ça ou si difficile. Certains ont été très complets Ouais. et d'autres n'ont peut-être pas compris le sens de ma question, mais en tout cas, je vais être le plus complet possible. Je parlais des écarts et je disais quel a été l'écart le plus serré dans l'histoire du WEC. Et je crois avoir de mémoire, j'ai pas réécouté l'épisode, dit dans n'importe quelle catégorie, que ce soit au général ou dans les catégories. C'est bien ça que j'ai dit, non? Je suis fou Ouais, peut-être, ouais, je sais plus. si, ça doit être ça, ouais. C'est vraiment, moi je veux l'écart le plus serré de l'histoire, Ouais, voilà, tout ouais. simplement, euh, que ce soit au général ou pas d'ailleurs. Donc voilà, il y en avait plusieurs, il y a eu des très bonnes réponses, il y a eu effectivement eh bien, de bonnes propositions. Alors moi j'en avais un en tête, et j'avoue que la bonne réponse à mon avis n'est pas celle que j'attendais, et je vais m'expliquer. Donc, celui que j'avais en tête comme écart le plus serré, c'est dans la catégorie LM GTE Pro, et c'était à Bahreïn en 2017. Donc là, vous l'avez évidemment. Les deux voitures de la catégorie LM GTE Pro qui se sont imposées, eh bien, étaient de 0,174 millième. Et pour moi, c'était l'écart le plus faible dans l'histoire du WEC. Et c'est pour ça celui que que j'avais en tête. c'est pour ça que tu le demandais, parce que c'était au Bahreïn. Donc en fait, ça faisait un lien avec c'était Bahreïn. la course de la semaine. Exactement, mais je ne l'ai pas précisé comme ça, mais effectivement, ça m'est venu comme ça en fait cette question, puisqu'on parlait de Bahreïn, je me suis dit bah tiens. Donc 0,174, je pensais et j'étais persuadé que c'était l'écart le plus petit, c'était la réponse que j'attendais. Mais du coup, on a Fun65 qui nous a fait une super réponse incroyablement complète, donc au général en WEC, pour lui, et il y a une petite erreur, c'est 276 millièmes entre les deux Porsche à Cota en 2017 en LMP1. En hypercar, c'est 1 seconde 78 entre la Ferrari 83 et la Toyota 7 à Austin en 2024. En LMP2, c'était 684 millièmes entre les United Autosport à Portimao 2023. Jusque-là, c'est vrai, à part pour le classement général en WEC, je vais y revenir. En GTE Pro, il m'a parlé de Bahreïn 2017. En GTE AM, 2 Aston Martin séparés de 221 millièmes en 2018 à Spa. Et en LMGT3, pour être complet, 256 millièmes de seconde entre la McLaren 95 et la BMW 46 à Austin. Mais tout ça, c'est en oubliant que la Ferrari, évidemment, a été pénalisée en fin de course. Donc bon, ça a moins de sens. Mais ok, ce sont les écarts, sauf qu'il y en a un qui est faux dans cette réponse de Fensis, et c'est a priori Panoz 81 qui nous le dit, ainsi que Maximilien. Il y a eu un écart plus faible, et c'était au général, entre la Porsche numéro 14 et la Toyota numéro 8. Est-ce que tu l'as? C'était en 2014. Est-ce que tu sais quel était l'écart le plus faible? Ça te parle? Moi, ça me parle pas, Porsche, personnellement. Porsche 14, Toyota 8. Si c'est la Porsche devant, c'est peut-être en 2014, c'est Sao Paulo du coup. Et ben voilà, Sao Paulo. Mais tu sais pourquoi? Donc 170 millièmes de seconde, donc ça bat l'écart le plus faible de 0,174 millièmes de Bahreïn 2017. Donc ça serait la bonne réponse, c'est donc la bonne réponse. Mais c'est surtout que ça s'est terminé sous safety car, donc ça a moins d'impact. Eh oui, sous safety car, tu peux aussi être côte à côte. C'était la course, c'était la première victoire de Porsche en WEC de l'épopée 919. Oui. Et c'est surtout la course où il y a eu le crash de Mark Webber, incroyable. La caisse qui est coupée en deux. Quoi. Eh oui. Oh là là, c'est vrai que Mark Webber à Sao Paulo, il nous en a fait des cascades. Hein. Ouais. Il n'y a pas qu'à Sao Paulo, mais il en a fait à Sao Paulo. À Valence aussi. Ouais. En Formule 1 ou en endurance. Donc voilà, en tout cas, je voulais saluer les réponses et l'effort de Fensis 5 parce que c'est quasi du 100%, donc bravo, franchement, Fensis, c'était parfait. JPM Racing qui, lui, avait opté pour Cota 2017 avec 276 millièmes de seconde en catégorie LMP1. Donc c'est vrai que c'était un écart faible, mais c'était quand même pas sous drapeau vert comme les deux Ferrari à Bahreïn en 2017. Panos 81 avait précisé donc Interlagos 2014, mais a aussi plusieurs propositions. Alors toutes n'étaient pas vraies, mais en tout cas il y avait un bel effort, donc bravo et merci. Maximilien qui nous a dit juste 2014, parce que c'est un expert évidemment, donc il n'est pas allé chercher toutes les victoires de catégorie, mais il nous avait cité ça. Cédric Templet qui lui avait pensé à Fuji 2016, mais non, Fuji 2016 c'était pas l'écart le plus faible. Mike Grégoire également avait pensé à ça, mais non. Et puis beaucoup ont parlé, Rogaral notamment, au Gauthier, de l'arrivée en 2021 au Mans en LMP2. Tu te souviens quand Patrick Morisseau a failli se faire écraser? Ah bah oui, entre eux c'était quoi? C'était Robin French, je crois, qui était au volant.
Et il devait y avoir Tom Blomqvist dans la Jota ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du pilote, mais c'était la Jota en tout cas. Et ça avait été de grosses sueurs froides, mais c'était un faible écart. C'était 727 millièmes de seconde, mais ça n'a pas été le plus faible, puisque en 2023 à Portimao, il y a eu les deux United Autosport qui étaient encore plus proches avec 684 millièmes de seconde. Voilà, on a essayé d'être Oh, complet. bah là, il y a eu que- beaucoup trop de chiffres dans cet épisode. Beaucoup trop de chiffres, Ça beaucoup sera trop de chiffres. peut-être le titre de l'épisode. Beaucoup trop de chiffres. Ah, peut-être, c'est possible. Ah, bah, moi, je vous en ai promis des chiffres, hein. C'est la finale, c'est la fin en feu d'artifice. Et Maximilien, qui est un expert parmi les experts, donc top mea culpa 2, me dit, mais vous avez parlé de 2016 avec le premier départ sous safety car de l'histoire des 24 heures. Ah, on est d'accord, on en a parlé. Oui, oui. Et moi, j'étais persuadé de Ouais, ça. ouais. Et ben en fait, a priori, en 87, alors ça, je suis assez surpris. En 87, il y a eu un départ sous safety car. Je savais même pas qu'il y avait des safety cars en endurance en 87 pour des conditions météo un peu compliquées. Donc on ira revoir. On se fera un react de l'édition 87 du Mans. J'avoue que j'avais pas le Ok. souvenir. Donc bon, voilà. Petit mea culpa. Voilà, petite claque. Petit, Ah non, attends. si, c'est une petite claque là quand même. Ok. Ouais, derrière la tête comme ça. Mais bon, il m'excuse quand même. Il devait être beau Dans le le, message. il devait être beau le safety car en 24 heures du Mans 87 parce que déjà les véhicules Oh, bah, ça devait d'intervention, être- il y avait des choses. Mais alors jusqu'au milieu des années Ah oui. 90, on avait des vieux camions mais crado. Et je le dis Ah avec bah ouais. une vraie tendresse parce que maintenant ça y est, c'est professionnalisé. Mais il y a une époque, c'était quand même. Mais pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce qu'en fait, chaque circuit avait sa voiture. Et donc maintenant, bah, on a des contrats avec des constructeurs qui. Je crois que c'est la Formule 1 qui a mis ça en place en premier en 97, je crois, avec Mercedes. Ouais. Et du coup, bah, le WEC a suivi évidemment avec Porsche, etc. Mais voilà, on n'avait pas de Non, mais surtout les contrat véhicules. véritablement. Les véhicules d'intervention, genre commissaire Ah bah oui. ou extraction, machin, c'était des vieux camtars montés. Et puis quand Ah oui. on avait encore les dépanneuses sur la piste, enfin moi je suis fan. Hein, ça fait partie du décorum Oh, des et le 24 camion heures du Ben. Mans, quoi. Ouais. Le camion Ben pour saluer la victoire en 80, je sais plus, ou 79 ou 80, je me souviens plus. Ah non, tu veux dire, Incroyable, les vainqueurs étaient. tu veux dire des pilotes vainqueurs à la place du podium. Non, c'est ça? Non, mais ils ont fait un tour dans un camion Ben. C'est Hervé Guillaumard qui me le racontait dans un épisode de Trajectoire. Et j'ai retrouvé les images ensuite. C'était vraiment un camion Ben Ouais. pour Ben à ordures, quoi. Et t'avais les pilotes Mais avant le départ ou, qui étaient avec les hôtesses. ou après? Non, à l'arrivée. Eh bah ça Pour c'est célébrer la victoire. Bah, c'est pas 70 ça ou 69? Ah merde. Je sais plus. Tu vois, et bah là c'est Peut-être pareil, on va se 70, faire ouais. corriger. Corrigez-moi. Ah là 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 là. Corrige-moi. Corrigez-nous. Mais bah, je crois qu'il y avait Jackie X dans l'histoire, donc je dirais que c'est peut-être possible que ce soit 69, 70. Bon, bref. En tout cas, ou 75. Bon, je me souviens plus. Non, Mais non, c'est pas- voilà, c'est il y a pas eu ça. il y a eu des épisodes, effectivement, assez mémorables. Je voulais saluer aussi Vincent Guérin, qui voilà, continue d'être fidèle. J'ai salué JPM Racing, Kiki 72-66, évidemment, bien sûr, Endurance Légende et surtout très passionné avec Porsche, bien sûr, qui nous dit d'ailleurs qu'il y a d'autres Porsche qui ne sont pas imposés aux 24 heures du Mans, parce que tu sais, on a parlé des Ouais. Porsche qui ne se sont pas imposés et qu'on disait que c'était la 963. Oui, mais moi je parlais au général, ce qui nous a sorti la 718, la 906, la 908, la 910 et la RS Spider. Oui, d'accord, mais enfin, il y a peu de chances que ces voitures gagnent au Mans au général. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bon. ouais. Ouais, non, le RS Spider, c'était C'était, tendu, et même à l'époque, ouais, allez, si tu veux, on peut lui accorder Non, quelques c'était des trucs. victoires de catégorie. Bah ouais, c'était ça, Ouais. on était sur des formules un peu... ouais, non. Ça, c'est Tu refusé, vois. ça, c'est retoqué. Et c'est refusé. En tout cas, il préfère le classique et il a bien apprécié l'épisode sur le classique qu'on avait fait. Et voilà, je voulais saluer Stéphane également, qui misait sur Toyota pour gagner à Bahreïn. Donc bah, il a bien joué, il a bien vu. Florian, toujours un plaisir d'avoir les petits commentaires. Et puis Hugo aussi, qui nous donnait son avis sur l'arrêt de Porsche. Voilà, donc vous pourrez lire les commentaires sur l'épisode de la semaine précédente. La top question de cette semaine. Ah, oui. C'est pas fini. Ah, pardon, ouais. Ah bah oui, évidemment. Bon, on a parlé d'une date. Je vais essayer d'être assez vaste. Bon, ça c'est ma petite spécialité, hein. Quand je pose les questions, j'essaie de laisser des opportunités ouvertes. On a parlé du dernier titre de Ferrari de champion du monde. C'est toi qui nous l'as dit, Ouais. en 72. Ouais. Donc ça remonte. 72, c'était une année assez spécifique, Oui. parce que Ferrari a donc été titré, Oui. mais n'a pas fait toutes les courses. On veut savoir quelles sont les courses que Ferrari n'a pas faites et quelle est la raison de leur absence. Ça va, c'est pas mal, c'est bien posé très là. très bien. Ah, parfait. Et on veut le nom de la voiture, évidemment, qui a été championne du monde, ça va être facile. Mais on donne un petit peu plus de fil à retordre. Voilà, le nom de la voiture. Pourquoi ils ont marqué une ou plusieurs courses manquées en cette année 72 et quelle était la raison, Voilà, justement, c'est ça. de leur absence. Exactement. Bah, Et peut-être que certains indices
seront voilà, quelque part dans cet épisode. Peut- Non, oui, non. Ah, on sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas, on va voir, on va voir, on se laisse des surprises. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la réponse, évidemment. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va concocter? Est-ce qu'on reviendrait pas sur une édition spécifique des 24 heures? Ça te dit ou pas? On peut. Eh bah écoute, allez, on va se le dire. On va essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va évoquer, mais certainement une édition des 24 heures qui nous aura marqué et qui aura été incroyable. Et peut-être qu'on va faire venir Julien, notre spécialiste de chez Classic Media, pour parler avec nous, parce que l'épisode du Mans 95 a bien plu. Et il marche je pense toujours, que c'est celui ça, de- il marche toujours. Et vous pouvez n'hésiter Et pas il à le marche toujours. partager. Et merci à vous. Ouais. Bah oui, parce que c'est intemporel, c'est ça qui est beau en fait. Donc voilà, on apprécie énormément ça. Donc voilà, et ben écoute, on a été, je pense, complet. Voilà, avec beaucoup de chiffres, beaucoup trop de chiffres. Beaucoup trop de chiffres. Il y a énormément de chiffres. C'était très bien. Non, ou c'était alors très tu peux bien. dire Toyota affole les chiffres, tu vois. Beaucoup de chiffres dans cet épisode, ou je sais pas, un truc comme ça. Je vais Parce trouver. que c'est quand même une nouvelle victoire. Une nouvelle victoire pour eux à Bahreïn, ça commence à faire. Hein. C'est quoi? C'est leur 11e si je compte bien, et leur 9e consécutive. Donc ils commencent à être spécialistes de Bahreïn. Exactement. Bon, bah Pour avoir parfait. un petit pied à terre. Parfait pour Bah cette. oui, voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Je pense qu'on a tenu notre saison de WEC avec nos previews et nos Bah oui. débriefs. La saison n'est pas finie pour l'Endurance Club. On a encore quelques trucs, comme tu dis. On va vous Ah bah accompagner évidemment. gentiment jusqu'à Noël, mais puis on reprendra en janvier évidemment. Mais Oh bah voilà, en oui. tout cas, on a Et conclu on la a les saison. étoiles de l'endurance. Ah oui. On a les étoiles de l'endurance quand même qui vont arriver. Ça, faut qu'on le bosse cet épisode. Et où on va récompenser les pilotes français ou pas d'ailleurs de la saison. Et puis on va parler aussi d'Asian Le Mans Series. Enfin voilà, on Exactement. reste Ouais, actif c'est en tout ça. cas et on aime l'endurance. On Exactement. en va être bien. Bon. Et en tout cas, on encourage les gens à s'abonner sur YouTube, à mettre des boosts. Et j'ai vu que vous l'aviez fait, donc merci beaucoup. Des petits boosts, je crois que c'est sur le téléphone qu'on peut faire ça. On a un petit crédit, voilà, ça peut aider à pousser un peu l'épisode. On a fait une bonne audience la fois dernière sur toutes les plateformes cumulées, donc merci à vous. On aime les likes aussi, bah voilà, quand même, hein, bien sûr. Enfin, on aime. Nous, on s'en fiche, mais c'est l'algorithme. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux de faire partie du club, de cet Endurance Club, et qu'on se retrouve toutes les semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, ça aussi ça nous aide pour le référencement, c'est important. Et puis sur les plateformes, des petites étoiles, partager, bref, voilà, faire partie de la communauté. Et on sera là la semaine prochaine, même s'il n'y a pas de course d'endurance, on est fidèle au poste et on reviendra sur une belle édition Geoffroy et on aura de beaux souvenirs à raconter, n'est-ce pas? Tout à fait. Rendez-vous semaine pro pour un épisode spécial Le Mans. Eh bah parfait. Merci beaucoup. Bonne semaine à toutes et tous. Merci encore de participer à cette top question et de commenter. Donc voilà, on attend vos réponses sur 72. Attention, je serai intransigeant, mesdames et messieurs. Bonne semaine, bonne journée à toutes et tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Ciao, ciao. Salut!